Donc, il s'agit de Victor Pereira et Livia Apa. Victor Pereira, que j'ai commencé à connaître en travaillant sur ce cours de mémoire de l'immigration lusophone, est donc maître de conférence à l'université de Pau des Pays de la Dour. Et il est spécialisé sur la période salazariste au Portugal et surtout sur l'immigration portugaise en France, surtout dans les années 60, 70, mais pas que. Mais ça sera donc sujet de cet échange. Et ensuite, nous avons Livia Apa, que j'ai eu la chance d'avoir en formation donc, dans mes années universitaires à Naples. Et elle est enseignante-chercheuse au Centre d'études de l'Afrique contemporaine de l'Université de Naples, l'Orientale, et donc travaille sur la diaspora, sur la migration africaine vers le Portugal et sur toutes les thématiques qui ont à voir avec la culture et la littérature de langue portugaise, donc en Afrique, mais aussi au Brésil, et donc de tout ce qui est à voir avec la langue portugaise officielle. Pourquoi cette conférence? Parce que en cours donc, de mémoire de l'immigration lusophone, nous avons beaucoup à faire avec tout ce qui est la micro-histoire. Donc, à travers les interviews, à travers les témoignages que nous récoltons pour notre blog, il y a donc cet aspect de l'autobiographie, de la biographie, donc de ces récits personnels. Et là, nous avons une mosaïque un peu plus large aujourd'hui, donc avec la macro-histoire qui nous sera racontée par Victor et par Livia en deux parties. Et donc ça va nous permettre de nous concentrer sur ces deux pays au passé colonial, donc sous un angle qui est contexte migratoire et contexte post-colonial au Portugal, mais aussi en France. Et donc, avant de laisser la parole à mes deux invités, je tiens à remercier l'Institut Camões qui a permis cette rencontre, l'Université de Lille, Monsieur Sobreira pour la logistique et Madame Santos qui fait constamment le lien avec l'Institut Camões. Et donc, merci à mes invités, je laisse la parole. Merci. Je peux retirer le masque ou c'est grave? Oh, je pense que vous pouvez retirer. Merci. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Je voulais remercier tout d'abord Valeria Di Meglio de m'avoir invité. C'était une invitation ancienne, mais que le Covid a un peu reculé. Et je suis très content qu'on ait pu le faire. Et je suis très content de le faire avec Livia Apa, que j'ai pu rencontrer il y a quelques heures. Donc, je suis très content. Donc, ce que je vais faire, on m'a dit que je devais faire la partie macro, donc je vais faire la partie macro, et vous faire un panorama très rapide, mais j'espère pas trop long, pour respecter le temps, de l'histoire de l'immigration portugaise en France. Et étant à Lille, j'avais du mal à ne pas commencer à la Première Guerre mondiale. Parce que le début, alors, très souvent, quand on parle de l'immigration portugaise en France, moi le premier, on peut dire qu'elle est relativement récente par rapport à d'autres flux migratoires. Si on pense aux Italiens, si on pense aux Belges, surtout dans cette région, si on pense aux Polonais, etc. Et la plus grande partie des Portugais en France, actuellement, sont arrivés entre 1957 et 1974. Et par exemple, il y a 3 années, avec des flux qui de nos jours seraient difficilement imaginables pour un ministre de l'Intérieur ou pour un gouvernement, entre 1969 et 1971, il y avait plus de 100 000 Portugais chaque année qui rentraient en France pour la première fois. Si vous faites des calculs, ça fait 400 par jour. Je pense que de nos jours, il serait difficile d'envisager. Et ça pour une seule nationalité. Il y avait d'autres personnes qui venaient d'autres pays. Et donc, c'est cette période qui connaît le flux le plus important. Néanmoins, étant ici et ayant donc cette tâche de la partie macro, il faut néanmoins commencer la Première Guerre mondiale. Ce qui est une chose assez, on pourrait penser, dans une sorte de sens commun, que les Portugais sont venus en France parce que c'était relativement proche géographiquement. Or, les Portugais ont beaucoup émigré au cours du XIXe siècle. Le Portugal est un pays d'émigration du XIXe siècle, pas à la même échelle que d'autres pays comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne ou d'autres. Mais cette immigration, elle ne va pas du tout vers la France. Elle va vers le Brésil. Elle va vers les États-Unis, notamment sur la côte est, dans la région de Boston. Elle va aussi en Californie. Vous avez aussi des gens de Madère, ces îles qui vont à Hawaï. Mais vous n'avez quasiment aucune entrée de Portugais en France, alors qu'il y a des Espagnols.
alors qu'il y a des Estoniens, alors qu'il y a des Polonais, alors qu'il y a des Belges, il n'y a quasiment pas de Portugais. Donc cette idée de proximité géographique ou de proximité, j'utilise des guillemets culturels, n'est pas l'argument le plus décisif. Ce qui change la donne très fortement, c'est la Première Guerre mondiale. Comme vous le savez, cette Première Guerre mondiale va avoir différentes implications, notamment dans cette région, mais le fait qu'on mobilise des milliers d'hommes qui doivent aller se battre, le fait qu'il faut continuer, alors que beaucoup d'hommes sont dans les tranchées, à produire plus. Alors certes, c'est le moment où notamment les femmes mariées, elles ont toujours travaillé, les femmes, mais travaillent dans les usines. On essaye de rationaliser l'outil productif, mais on a besoin d'étrangers. Et la France va être contrainte d'aller chercher à l'étranger ou dans son empire, en Algérie, au Sénégal, dans l'Indochine, des travailleurs pour travailler dans les champs et travailler dans les usines. Et c'est dans ce cadre-là que commence le début de l'immigration portugaise. C'est-à-dire qu'en 1916, je vous passe les détails, mais les autorités françaises se disent « Tiens, pourquoi on ne demanderait pas au Portugal s'il ne peut pas nous permettre de recruter des Portugais ?» On avait déjà commencé à recruter des Espagnols, des Algériens, des Indochinois. On avait été en Chine, donc on était relativement loin pour les trouver. Et pourquoi on pense au Portugal en 1916 seulement ? J'ai vu quelques photos, alors vous n'étiez pas là, hein, mais notamment de la venue de Nuno Severino Teixeira, qui est un historien, qui est un homme politique portugais, et qui a fait sa thèse sur pourquoi le Portugal rentre dans la Première Guerre mondiale en France en 1916. Pourquoi il y a cette bataille de la Lys, dont vous avez peut-être entendu parler, le 9 avril 1918. Le Portugal, je ne sais pas vous raconter pourquoi, si on pourra en parler après, en 1916, le gouvernement portugais veut rentrer dans la Première Guerre mondiale et veut envoyer des soldats en France. Les Anglais ne sont pas trop pour. Les Français, eux, ils disent si vous voulez nous aider, soyez les bienvenus. Et donc, dans ce cadre-là, certains disent mais si vous nous envoyez des soldats, c'est bien, mais envoyez-nous également des travailleurs. Le gouvernement portugais à l'époque veut plutôt envoyer des soldats que des travailleurs, mais finit par céder. Et donc, il y a une convention qui est signée entre les deux pays le 28 octobre 1916 pour que des travailleurs portugais puissent être recrutés au Portugal et venir en France par bateau ou par train, mais surtout par bateau. Et ils arrivent dans le Pays Basque, à Bayonne, et ensuite ils sont dispatchés en fonction des besoins de main-d'œuvre dans différentes usines. Donc c'est le tout début. Et on n'a pas des chiffres extrêmement précis pour cette époque-là, mais on estime qu'entre 1916 et 1918, il y a environ 15 000 Portugais qui sont en France. Peut-être un peu moins, pas beaucoup plus probablement, mais environ 15 000 Portugais. Et c'est la première fois que massivement, vous avez des travailleurs portugais qui découvrent la France et viennent y travailler. Donc c'est le début d'un courant migratoire encore relativement réduit. Et comme je vous l'ai dit, ces gens ils travaillent surtout dans les usines d'armement. Les différentes usines d'armement, Fives-Lille, qui n'était pas à Lille notamment, mais qui avait dû être déplacée en partie dans la région lyonnaise, et une des grandes entreprises qu'utilisaient les Portugais à l'époque. À la fin de la guerre, donc 1918, après la victoire de la France et la Grande-Bretagne, le gouvernement français, avant même la fin de la guerre, se dit, ça vous rappelez des débats contemporains, se dit, bon, on a perdu 1,4 million d'hommes qui sont morts. Vous avez beaucoup de gens qui sont blessés, les dites gueules cassées. Vous avez des territoires qui ont complètement été détruits. Le Nord, Reims, etc. Donc il va falloir reconstruire une partie de la France, des villes, à Reims par exemple. Il faudra complètement reconstruire. Et donc, on aura besoin de main-d'œuvre étrangère. C'est-à-dire que la main-d'œuvre française ne sera pas suffisante. Elle n'était pas déjà suffisante, parce que la France était déjà un grand pays d'immigration fin 19e et début 20e. Il faudra recruter. Et dès cette époque, et je m'appuie notamment sur les travaux de mon collègue à Pau, Laurent Dornel, même pendant la Première Guerre mondiale, on commence déjà à penser les étrangers qui peuvent venir travailler en fonction de catégories raciales ou racialistes, avec l'idée qu'il y a des populations qui sont assimilables et des populations qui sont inassimilables. Les populations assimilables, c'est surtout les personnes qui viennent d'Europe, dont le Portugal. Les inassimilables sont ceux qui viennent d'Afrique et d'Asie, etc., avec des différents degrés d'inassimilabilité. C'est-à-dire que tout en bas de cette échelle qui est construite à l'époque, vous avez ceux qui viennent d'Afrique noire et dans des positions relativement intermédiaires, les populations indochinoises. Et même quand le Portugal, la France, essaie de convaincre le Portugal d'envoyer de la main-d'œuvre,
Un des grands dirigeants de l'époque, qui est chargé de l'économie et de la main-d'œuvre, c'est Albert Thomas. Albert Thomas, qui est un dirigeant socialiste, dit, notamment à la presse portugaise, il faut à tout prix que vous nous envoyiez des travailleurs parce que vous offrirez de très bons contremaîtres. Avec cette idée que vous avez les travailleurs français qui sont plus civilisés et vous avez les Portugais qui pourraient être des bons contremaîtres et ceux qui devront faire les tâches les plus basiques, entre guillemets, qui seront ceux qui viendront d'Afrique ou d'autres pays. Donc, à l'époque, c'est des distinctions, des degrés qui sont pleinement partagés et même par des gens qui, comme vous voyez, ont une vie, sont socialistes. Et donc, avant même la fin de la guerre et à la fin de la guerre, on demande au Portugal, on a besoin de main-d'œuvre, signer un accord avec nous. On veut que... Et le Portugal, qui à l'époque est une république, dit non merci. La France va signer des accords de main-d'œuvre avec la Pologne. Et dans la région, ça a une certaine incidence pour les mines. En Italie, avec la Tchécoslovaquie, le Portugal refuse. Il n'est pas question de signer un accord de main-d'œuvre avec la France. Pourquoi? Parce que, et on reviendra peut-être à ce que veut dire Livia Apa tout à l'heure, le Portugal a un empire colonial. L'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, Timor, Macao, etc. Et le Portugal dit, nous, la population qui serait excédentaire au Portugal, on ne veut pas qu'elle vienne en France, elle veut qu'elle aille en Afrique. Les républicains, à l'époque, avant même la dictature, ont déjà cette idée d'un empire colonial qu'il faut peupler, coloniser, dans le premier sens du terme, envoyer des colons. Et donc le Portugal refuse de signer un accord de main-d'œuvre. Néanmoins, entre ce que les États, vous comprendrez, veulent et ce qui arrive, il y a souvent un grand hiatus, un grand décalage. C'est-à-dire qu'à partir de 1919 et jusqu'à la fermeture des frontières par la France en 1931, à la suite de la crise économique, vous avez 75 000 Portugais qui rentrent en France. C'est beaucoup moins que les Italiens, c'est beaucoup moins que les Polonais, mais c'est un chiffre qui n'est pas négligeable. 75 000 personnes qui viennent en France. Et parmi ces personnes qui viennent en France, vous avez des gens notamment qui ont participé à la Première Guerre mondiale, qui ont combattu, qui ont connu la France, qui ont parfois rencontré une fiancée, voire une épouse, et qui reviennent. Vous avez aussi des gens, alors ils sont difficiles à quantifier, des soldats qui ne sont jamais repartis au Portugal. Et notamment, un des premiers noyaux de Portugais, peut-être que vous l'avez évoqué dans vos quêtes de mémoire orale, c'est là où les Portugais combattaient. Donc autour de Lavranti, de Arras, à Albert, dans la Somme, etc. Vous avez quelques Portugais qui ne sont pas repartis ou qui sont partis quelques mois ou quelques jours au Portugal et qui sont revenus se marier et constituer des familles. Et vous avez déjà quelques noyaux de Portugais dans le Pas-de-Calais, dans la Somme, surtout Pas-de-Calais, dans la Somme, à la suite de la Première Guerre mondiale. Et des soldats, surtout. Mais vous avez aussi quelques travailleurs qui sont restés et d'autres qui viennent. C'est-à-dire que dans l'imaginaire portugais des paysans portugais qui vivent relativement mal, il n'y a plus que le Brésil ou les États-Unis. Les États-Unis ont fermé leurs frontières, donc pas fermé, mais vont extrêmement réduire les entrées. Ce qui veut dire que pour certains Portugais, la France devient un horizon, devient une possibilité d'essayer de sortir de la misère et de venir travailler. Et donc, entre 1919 et 1931, vous avez donc 75 000 Portugais qui viennent des régions qu'ensuite on va retrouver plus tard. C'est-à-dire du nord du pays. Alors, je ne sais pas si... Alors, peut-être que je vais vous dire des évidences et vous connaissez tout ça par cœur. Mais il y a un élément qu'il faut saisir pour comprendre cette immigration, c'est que le Portugal est un pays rural. La grande partie de la population vit dans une agriculture, avec une sorte de distinction en deux, pour faire très très simple et pour schématiser à outrance, entre un nord du pays où vous avez surtout une petite exploitation paysanne, avec des paysans très pauvres, mais qui possèdent quelques lopins de terre, très parcellisés, et qui survivent de leur propre production, en vendant une partie de leur production sur le marché, notamment une partie du vin, mais qui survivent, et là c'est vraiment la question de survie, avec ce qu'ils possèdent, et qui, c'est surtout de là que viennent les émigrés. Et vous avez aussi une autre région, qui est notamment l'Alentejo, au sud du Tage, où là vous avez surtout des grandes propriétés agricoles, avec des grands propriétaires, notamment dans le céréal et dans la vigne, qui, eux, possèdent des énormes terres et qui utilisent des ouvriers agricoles, qui, eux, sont les plus pauvres des plus pauvres, parce qu'ils ne dépendent que de leur salaire. En plus, dans une monde agricole où, en fait, vous ne travaillez qu'une partie de l'année, notamment à l'époque des moissons. Le reste de l'année,
ça devient beaucoup plus difficile pour survivre. Et ceux qui partent majoritairement vers la France, ce sont ceux qui viennent de ce nord du Portugal, ou aussi de l'Algarve. Il ne faut jamais oublier l'Algarve dans cette histoire. Et l'Algarve qui, lui, a plus une configuration de petites exploitations. Et là, vous avez des gens qui viennent, alors des noms qui vont vous dire des choses, hein, de Pombal, au centre du Portugal, déjà. Des gens beaucoup de l'Algarve à l'époque, mais aussi de toutes les zones frontalières qui vont venir en France. Et comme je vous l'ai dit, le Portugal n'a pas voulu signer d'accord de main-d'œuvre. Et donc, en fait, il n'y a pas de canaux tout à fait légaux pour que ces jeunes personnes quittent le Portugal, traversent l'Espagne et viennent en France. Ce qui va se passer, c'est que la France a besoin de main-d'œuvre. Et donc, ce que va faire la France, c'est qu'ils vont ouvrir un centre d'accueil à Hendaye, à la frontière entre la France et l'Espagne, dans le Pays Basque. Et les Portugais qui arrivent à Hendaye par leurs moyens, on les accueille. Chose, vous maintenant, à l'époque du Covid, c'est assez simple, mais on les vaccine. La grande hantise, c'est pas pour rien que la grippe espagnole, qui n'est pas née en Espagne, on l'appelle la grippe espagnole, la grande hantise, c'est d'importer des maladies. Et donc, on les vaccine. Et après, s'ils savent déjà plus ou moins où ils veulent aller, on les laisse partir. S'ils ne savent pas où travailler, on leur donne un contrat de travail. Et donc, certains ensuite vont aller à Clermont-Ferrand, d'autres vont aller à Arras, certains vont aller à Paris, etc. Et en fonction des offres d'emploi qui sont arrivées à Hendaye, on les distribue. Et donc, vous avez 75 000 personnes qui arrivent comme ça, entre la légalité et l'illégalité vis-à-vis du Portugal. Et donc, il y a déjà plein de trafics de faux papiers, des trafics de faux passeports. Vous avez déjà des passeurs à l'époque pour sortir du Portugal et rentrer en France. Et des choses dont je vais vous parler juste après, vous entendez déjà dans les années 20 et surtout dans les années 30. Pourquoi dans les années 30? C'est qu'en 1929, il y a la crise économique, Wall Street, le crash, tout ça, vous connaissez. Et la France connaît une baisse de l'activité économique. Et une des réponses qui donnait à cette baisse de l'activité économique, à la hausse du chômage, c'est la fermeture des frontières, à l'immigration. C'est-à-dire que les étrangers ne peuvent plus rentrer légalement en France, sauf quelques cas, et notamment dans l'agriculture. On a toujours besoin de gens dans l'agriculture, mais bon, la grande idée, c'est que non seulement il ne faut plus recruter, et là, ça touche notamment les Polonais qui venaient massivement dont on a intervenu, les Italiens également, mais les Portugais. Et aussi, il y a toute une politique d'expulsion ou de refoulement. Toute une politique de refoulement, je vais vous donner un exemple extrêmement simple, ici des Portugais. Au recensement de 1931, il y a 49 000 Portugais, qui est le sommet pour l'époque. En 1936, si je ne m'oublie pas dans les chiffres, on a 28 000. 42% des Portugais sont partis. Pourquoi? Parce que certains se sont retrouvés au chômage, donc leur raison d'être en France pour travailler, ils repartent de même. Mais aussi, il y a une politique d'éloignement tout azimut des étrangers et des Portugais. À l'époque, il n'y a pas du tout l'idée que les Portugais sont des immigrés modèles et qu'il faut à tout prix les conserver. Ça ne se voit pas du tout dans les sources. Et donc, ils sont… alors, soit on les incite à partir, les gens les mettant en chômage. Comme le Portugal, je vous l'ai dit, n'avait pas accepté de signer un accord de main-d'œuvre, ces Portugais qui se retrouvent au chômage, déjà, il y avait un système de chômage qui était aussi vaste que le nôtre, qui était dépendant des municipalités. Mais en règle générale, les Portugais n'avaient pas le droit au chômage. Comme ça arrivait le problème. D'autre part, comme il n'y a toujours pas d'accord entre les deux pays, les systèmes de soins, ils n'avaient quasiment pas accès au système de soins, donc quand ils étaient malades. Et d'autres cas plus encore dramatiques, en cas d'accident du travail, notamment en cas de décès, pendant longtemps, en cas de décès d'un Portugais sur un chantier, sa famille ne recevait quasiment rien. Donc, en cas d'accident du travail, leur famille était dans des conditions extrêmement difficiles. Et à partir de 1931, les autorités françaises expulsent largement. C'est-à-dire que si vous commettiez, alors moi j'ai passé mon temps à regarder les archives policières, si vous commettiez un petit délit, mais vraiment de l'ordre du vol de la poule, je ne parle pas d'autres délits encore plus graves, vous étiez très facilement expulsé. On disait que le fait que vous ayez volé une poule montrait que vous n'étiez pas d'une très bonne moralité et que donc il fallait vous éloigner du territoire. Et donc il y a énormément de travailleurs portugais, mais d'autres nationalités, qui sont expulsés au cours des années 30, soit parce qu'ils n'ont pas d'emploi, soit parce que leurs conditions sont extrêmement précaires, soit parce qu'on les oblige à partir. D'où une baisse extrêmement forte de la population portugaise au cours des années 30. Et il y a une sorte d'étiage autour de 20 000 personnes à fin des années 30, début des années 40. Je vous passe d'autres épisodes. Il y a un accord
qui est signé entre la France et le Portugal en 1940 dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, mais je n'aurai pas le temps, je vais venir à l'autre grand moment, qui est à partir de 1957 jusqu'à 1974, comme je vous l'ai dit, il y a 900 000 Portugais qui arrivent en France. C'est un des flux que connaît la France le plus important en peu de temps, en fait. Je vous ai dit 900 000, c'est beaucoup de personnes, et surtout avec le pic de 1969-71. Je ne vais pas vous embêter avec beaucoup de chiffres, mais il y a ce chiffre de 900 000 et un autre chiffre qui est que 550 000 sont venus irrégulièrement. De nos jours, on ne disait pas comme ça à l'époque, sans papier. Derrière ces 550 000, il y a différentes façons de rentrer en France. Peut-être que certains d'entre vous, notamment dans ce cours, vous connaissez, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais les photos de Gérald Bloncourt, qui sont ces personnes. On voit 2 personnes, si je me souviens bien, ou 3 personnes, qui traversent les Pyrénées accompagnées d'un passeur. À l'époque, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les appareils photos. On a très très peu de photos. Il y a celle de Bloncourt. Il y en a une autre qui a un peu émergé dernièrement, mais là, c'est des déserteurs qui font un geste politique et qui quittent leur pays et qui prennent des photos en quittant le pays. Mais sinon, on n'a pas d'autres photos, à ma connaissance. Et donc, pourquoi ces gens partent irrégulièrement? C'est un peu la grande question. Ils partent irrégulièrement, ils sont réguliers, il faut bien avoir ça en tête, irréguliers vis-à-vis de tout le monde. Hein. Ils sont irréguliers vis-à-vis de l'État portugais, je reviendrai, irréguliers vis-à-vis du pays qu'il faut un peu obligatoirement traverser si vous voulez venir en France, qui est l'Espagne. Après, vous pouvez passer par un bateau, hein. Mais il y a eu quelques personnes qui sont venues par bateau, et parfois c'est très mal passé, mais c'est relativement minoritaire. Et irréguliers vis-à-vis de la France. Le Portugal d'abord. Le Portugal, je vous l'ai déjà dit, vous voyez, la posture traditionnelle des autorités portugaises. Seconde génération. Ouais, c'est la traduction simultanée qui s'est enclenchée. Traditionnellement, donc, comme je vous l'ai dit, après la Première Guerre mondiale, c'est la République, la Première République, 1910-1926, etc., tendanciellement démocratique, hein, mais tendanciellement, refuse de signer un accord. Et alors, je ne sais pas si je vais vous dire des trucs évidents ou si vous connaissez déjà tout ça par cœur, comme il y a une révolution en 1926, il y a une dictature militaire à partir de 1926, et émerge un personnage dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle António de Oliveira Salazar, qui est un dictateur portugais, qui est Premier ministre de 1932 à 1968, jusqu'à ce qu'il tombe d'une chaise et ait des problèmes de santé, et qu'il ne puisse pas rester au pouvoir. Et la dictature, et Salazar notamment, vont avoir un regard, mais qui n'est pas nouveau, il ne faut pas... C'est dans la continuité, une vision restrictive de l'immigration. Ils ne veulent pas que les gens émigrent vers la France. Toujours l'idée que si les gens doivent émigrer, il faut qu'ils aillent dans les colonies. Et c'est notamment un anachronisme, c'est-à-dire que plus les autres pays européens décolonisent, plus le Portugal envoie de colons en Afrique. Notamment, un des grands booms de la colonisation en Afrique, en Angola, Mozambique, c'est les années 50. Alors qu'on pouvait sentir avec ce qui s'était passé en 1947, etc., que c'était un peu... Ça va être compliqué de garder les colonies longtemps. Et au cours des années 60, donc le discours des autorités portugaises, c'est de dire, si vous voulez quitter le Portugal métropolitain, il ne faut pas aller en France, il faut aller en Afrique, devenez des colons. Il y a encore un discours qui est, et vous pouvez éventuellement aller au Brésil, parce qu'il faut garder des liens avec le Brésil. Mais la France est vue comme une destination qu'il faut à tout prix éviter, déjà pour des raisons politiques. C'est-à-dire que la France est une démocratie. En France, vous avez des syndicats, la CGT, la CFDT, vous avez un parti communiste. Et donc, la seule fois où Salazar parle, c'est un sujet qui fâche, donc il n'en parlait pas, de l'immigration, Salazar, ce qu'il dit, c'est qu'en France, les communistes s'occupent des Portugais, ils publient des journaux en langue portugaise et ils les noyotent. Et cette peur que les Portugais deviennent des communistes, en plus, les grands bidonvilles portugais, notamment Champigny, c'est une municipalité communiste. Donc, la grande crainte, c'est que ces gens soient politisés et qu'ensuite, cela amène les germes. C'était souvent des métaphores médicales qui étaient utilisées, les germes du communisme au Portugal. Il y a aussi, donc ça c'est un argument important, il y a aussi l'idée, et ça c'est aussi au XIXe siècle, l'État est plutôt contre l'immigration parce qu'il y a, quand il y a les départs, ceux qui emploient la main-d'œuvre, les propriétaires agricoles,
les industriels qui utilisent une main-d'œuvre très peu qualifiée, très peu chère, constituée d'enfants et de gens très mal payés, protestent. Et quand on va dans les archives, ce qu'on voit notamment dans les archives Salazar, c'est tous les gens qui protestent, tous les gens. Tous les propriétaires de terre, les industriels qui disent « Ah, mais tous les gens partent, on n'a plus personne pour travailler et plus personne ne veut travailler. » Ce qu'il faut évidemment décrypter différemment, c'est que plus personne ne veut travailler pour des salaires extrêmement bas. Et donc, il faut soit qu'ils augmentent leur salaire, soit qu'ils mécanisent l'appareil productif, notamment l'industrie, chose que certains d'entre eux ne veulent pas faire. Et donc, il y a une très forte protestation dès la fin des années 50 sur « il ne faut pas que les gens émigrent parce qu'il n'y a plus personne, les villages sont vides, où il n'y a plus personne pour travailler ». Cela a fait que le gouvernement, et notamment Salazar, sont plutôt précautionneux vis-à-vis de l'immigration et essayent de l'interdire. Il y a un autre élément important, il y a d'autres éléments, mais un autre élément extrêmement important, ce sont les guerres coloniales. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais à partir de 1961, commence ce qu'on appelle au Portugal les guerres coloniales. On peut les appeler en Afrique les guerres d'indépendance, etc. Il y a différentes façons de les évoquer. Et à partir de 61, commence après les émeutes en Angola, à Luanda, puis les protestations en mars 61 au nord de l'Angola. Le Portugal, et Salazar notamment, fait un célèbre discours en Angola rapidement et en force. On envoie, comme la France a envoyé en Algérie, des milliers de jeunes hommes se battre dans ce qui n'est pas appelé une guerre, comme en guerre d'Algérie, c'est du maintien de l'ordre en Afrique. Donc en Angola à partir de 61, en Guinée-Bissau à partir de 63 et au Mozambique à partir de 64. Et là où ça rentre évidemment en résonance avec l'immigration, c'est qu'on veut s'assurer que les jeunes qui doivent faire leur service militaire fassent bien leur service militaire. On veut éviter que, notamment, on n'est pas trop touché par ça maintenant, de nos jours, il n'y a plus de service militaire obligatoire, mais que les jeunes hommes ne partent pas en France pour éviter leur service militaire. Et ça va pas réussir, on estime, en fonction des historiens, qu'il y a, en 72, il y avait 20% des jeunes qui ne se présentaient pas à l'armée. C'est considérable, 20% des jeunes qui ne se présentent pas à l'armée en 72. C'est-à-dire qu'ils partent en France pour la plupart, ou dans d'autres pays, en Suède, en Suisse, etc., mais surtout en France, et ils ne font pas leur armée. Donc, les guerres coloniales, ça va être extrêmement important, c'est qu'il faut à tout prix empêcher que les gens partent, et notamment les jeunes hommes, partent pour ne pas faire la guerre. Et ça va amener notamment à des décisions relativement drastiques. En 61, peu de semaines après le début de la guerre en Angola, le gouvernement dit que émigrer irrégulièrement, c'est-à-dire sans un passeport, un vrai passeport, ça devient un crime et pas un simple délit. Et que vous pouvez passer jusqu'à 2 ans en prison. Donc, partir sans passeport, 2 ans de prison. Et pour les passeurs, il va y avoir différents changements de loi, mais c'est de 2 à 8 ans en prison pour les passeurs. Donc, c'est censé montrer, il y a une visée politique, faire un peu peur, mais montrer, voilà, l'État portugais ne veut pas que les gens partent clandestinement. Le grand problème du Portugal et de la lecture à l'époque, c'est que, et vrai, c'est un peu, pour nous, en 2021, c'est un peu inversé. C'est-à-dire que de nos jours, c'est plutôt les pays qui reçoivent, qui ne veulent pas que les gens arrivent, et que les pays dont les gens partent, qui veulent bien laisser partir les gens. Là, c'est l'État dont partent les gens qui veulent les garder, et l'État où ils arrivent, la France en l'occurrence, qui veut avoir cette main-d'œuvre. C'est-à-dire que la France, fin des années 50, début des années 60, va avoir une politique qui est de laisser les étrangers venir travailler. Et surtout à partir de 62, de laisser et d'accepter, voire même, quelque part, de favoriser la venue des travailleurs portugais irrégulières, sans passeport. À cette époque-là, vous aviez des règles à respecter si vous voulez rentrer en France, travailler, et il y avait une institution qui n'existe plus telle qu'elle, qui est l'ONI, l'Office national d'immigration. Et grosso modo, je ne vais pas vous expliquer toutes les règles, mais vous avez un certain nombre de règles à respecter pour venir travailler en France. Très peu de Portugais ont respecté ces règles. Ils sont venus en France sans contrat de travail, sans passeport, parfois sans carte d'identité, sans rien, et ils rentrent. Et au lieu d'être refoulés, en fait, la France va prendre et le gouvernement français, et le Premier ministre de l'époque, plus particulièrement, Georges Pompidou, va prendre une décision qui, à partir de 1964, il y a une circulaire du 7 avril 1964, pour être précis, qui est de dire que tous les Portugais qui rentrent en France, même sans papier et irrégulièrement,
on leur donne un document provisoire, un récépissé, qui leur permet de rentrer en France, et ensuite d'y trouver du travail et de régulariser a posteriori leur situation. Et si les autorités font ça en 1964, c'est que, d'une part, on est dans une période de certaine expansion économique, donc il y a de l'emploi, et notamment, c'est là où on fait ces magnifiques villes comme Villeneuve-d'Ascq, qui doit être plus ou moins de cette période, des autoroutes, la banlieue parisienne, il y a un ensemble de grands chantiers qui nécessitent une main-d'œuvre peu qualifiée, comme les Portugais. Vous avez, d'autre part, la grande source d'immigration de l'époque contemporaine, qui sont les Italiens, qui viennent de moins en moins en France, parce que l'Italie elle-même se développe. Donc, les Italiens du Sud, ils restent en Italie du Nord. Les Italiens du Nord restent en Italie du Nord. Ou les Italiens qui émigrent, en fait, ils partent plutôt vers les pays qui offrent de meilleurs salaires, le Luxembourg, la Suisse et l'Allemagne. Et la France, il y a des moins bons salaires, donc ils se détournent de là. Vous avez d'autres pays qui connaissent une forte immigration, l'Espagne, fin des 50 et des années 60, mais l'Espagne elle-même connaît à partir du milieu des 60-70 le miracle espagnol, donc de moins en moins d'Espagnols partent. Et là, il faut comprendre un élément important, qui est important pour comprendre l'histoire de l'immigration portugaise en France, c'est que, aux yeux des autorités françaises et notamment des hauts fonctionnaires qui pensent la politique d'immigration, il faut empêcher un autre flux migratoire, et qui est le flux migratoire qui vient surtout d'Algérie. Il y a un contentieux, qui est la guerre d'Algérie, qui vient à peine de se terminer en 62. Et l'idée est de dire, et vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la Première Guerre mondiale, et la notion d'assimilabilité, ce qui est mis en avant au sein des cabinets, etc., c'est les Algériens sont, et surtout les Algériens qu'on vise, mais d'autres populations issues du continent africain, sont inassimilables. Quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas devenir de futurs bons Français. À la différence, selon ces hauts fonctionnaires et différentes personnes, les Portugais, eux, sont assimilables. Ce qui, à l'époque, est difficile à prouver, hein, et personne ne cherche à le prouver d'ailleurs, ce qui est intéressant. C'est que, par exemple, beaucoup d'Algériens parlaient le français, ancienne colonie française. Beaucoup d'Algériens étaient passés par un enseignement français. La plupart des Portugais à l'époque ne parlaient pas un mot de français. La plupart des Portugais à l'époque ne cherchaient en aucun cas à s'assimiler, ce qu'ils voulaient pour beaucoup d'entre eux. Après, leur vécu, leur stratégie migratoire a changé, mais beaucoup voulaient venir en France travailler quelques années, gagner de l'argent et revenir au Portugal, acheter une maison, acheter des terres, acheter un taxi, acheter un magasin, etc. Mais l'objectif des Portugais, de la grande majorité, hein, il y a des exceptions, n'était pas de rester en France très longtemps à l'époque. Après, ça a beaucoup changé. Et donc, mais l'idée est que les Portugais, eux, sont assimilables parce qu'ils sont blancs. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, hein, parce qu'ils sont catholiques. Et il y a, dans les archives que j'ai pu consulter, cette idée, une vision qu'il faut à tout prix saisir cette chance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que dans l'esprit des hommes, des dirigeants français de l'époque, dans l'histoire contemporaine française, vous avez eu différents flux migratoires que la France a connus, les Belges, les Italiens, les Espagnols, les Anglais au 19e siècle, etc. Il y a eu les Polonais, et ces différents pays se sont eux-mêmes développés, donc il n'y a plus trop d'immigration. Vous avez un autre élément important qui est que l'Europe est divisée en deux, l'Europe communiste et l'Europe non communiste. Il est difficile à l'époque de faire venir des gens qui viennent d'Europe communiste. Le mur de Berlin en est un symbole, en 1961. Il y a certes la Yougoslavie qui n'est pas complètement alignée sur le RSS, qui laisse des gens venir, mais c'est relativement limité. Et donc, il y a l'idée que si on veut des Européens assimilables, les derniers sur lesquels on peut compter, c'est les Portugais. Et la grande idée, c'est qu'il ne faut surtout pas se les faire voler par les Allemands et les Suisses. Et donc, si on veut éviter que les Portugais, dont leur pays d'origine ne veut pas qu'ils viennent, ne leur donne pas de passeport, et si on ne veut pas que les Allemands les détournent, et c'est vraiment comme ça que c'est vu, il faut fermer les yeux sur le fait qu'ils viennent clandestinement. Et donc, ils viennent irrégulièrement, c'est pas un problème, à la limite, c'est un avantage. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'État portugais ne peut pas empêcher. Donc, à partir de 1964, il y a cette position qui est on laisse rentrer tous les Portugais. Et là, je vais faire un petit, peut-être que Livia vous en parlera aussi, pour vous montrer jusqu'où ça allait, cette logique. En 1965, rentrent en France des Portugais, des gens qui ont la cité portugaise, avec des papiers, avec des passeports, totalement légaux.
Ils arrivent à Paris et ils sont arrêtés et renvoyés. Alors qu'ils avaient des passeports et qu'ils étaient portugais. Qu'est-ce qu'ils avaient quel était leur tort? C'est qu'il s'agissait de Cap-Verdiens. Le Cap-Vert, c'est un ensemble d'îles, un archipel d'îles, au large de l'Atlantique, au large du Sénégal, plus ou moins, qui est un ensemble d'îles extrêmement pauvres. Et vous avez déjà à l'époque une émigration. Les Cap-Verdiens ont beaucoup émigré, au 19e, 20e, aux États-Unis, au Brésil, aux Pays-Bas, en France et au Portugal même. Et donc, si le Portugal ne voulait pas trop que les Portugais de métropole émigrent, il acceptait que les Cap-Verdiens émigrent parce que c'était des territoires tellement pauvres et on craignait. Il y a eu par exemple une énorme famine dans les années 40 qui a causé des dizaines de milliers de morts. Donc, il y avait une certaine tolérance. Alors, soit on exploitait ces Cap-Verdiens pour les faire travailler dans les champs de cacao de Saint-Thomé-et-Prince, ou soit on les laissait partir. Et donc là, vous voyez, vous avez des Portugais donc, qui sont considérés par le Portugal comme des Portugais, qui ont des papiers, des passeports, et là, eux, on les expulse. Donc, on voit que ce n'était pas du tout c'était pas la catégorie portugais qui comptait. C'était la catégorie blanc et Cap-Verdiens sont pour la plupart catholiques. Catholique, c'était même pas l'élément le plus important. Et donc, ça a fait que ça a favorisé grandement l'émigration clandestine. C'est-à-dire que les Portugais savaient que vous payiez les passeurs et vous deviez passer des passeurs extrêmement chers. C'est-à-dire que pour venir en France, il fallait payer un passeur et dans les années où il y avait le plus de surveillance, il fallait payer jusqu'à 15 000 escudos qui était l'équivalent de plusieurs mois de travail pour les gens qui avaient un travail, évidemment. Donc, il fallait souvent soit demander de l'argent à ses proches, faire des emprunts, avoir des dettes pour partir et que vous deviez rembourser ensuite, par la suite, à différentes personnes. Ce qui explique d'ailleurs, et de nos jours, c'est toujours assez, on a tendance à l'oublier, ce ne sont pas les plus pauvres qui immigrent. Par exemple, je vous ai dit, les plus pauvres au Portugal, ce sont les travailleurs agricoles de l'Alentejo. Il y a très, très peu de personnes de l'Alentejo qui sont venues en France. Parce que pour payer un passeur, ils n'avaient pas l'argent pour payer un passeur. Et beaucoup de ces gens de l'Alentejo, soit ils sont restés en Alentejo, soit ils sont restés au Portugal, et notamment autour de Lisbonne, la ceinture industrielle de Lisbonne, les industries qui se développent à Lisbonne dans les 50-60, c'est beaucoup de travailleurs de l'Alentejo. Parce que ça coûtait moins cher d'aller à Armad, qui est au sud de Lisbonne, plutôt que d'aller en France. Et donc, ces Portugais qui partent, c'est un investissement. Ils mettent plusieurs mois de travail pour payer un passeur. Je ne sais pas si vous avez vu ensemble ou séparément les films de José Vieira, La photo déchirée, avec tout un système pour ne pas se faire tromper par les passeurs, parce qu'il y avait toujours cette crainte. Et donc, ces Portugais, dans les années les plus difficiles, devaient à la fois quitter la frontière, passer la frontière entre le Portugal et l'Espagne, traverser l'Espagne, et j'y reviendrai, clandestinement, cachés dans des camions. Si vous tapez INA, immigration portugaise dans les années 60, vous trouverez plusieurs reportages qui, dramatiquement, rappellent des choses qu'on voit de nos jours. On trouvait, ou si vous lisez la presse française avant 64, on a retrouvé un camion avec 48 Portugais à l'intérieur. Vous avez, je vous ai dit, quelques personnes qui prenaient des bateaux de pêcheurs, notamment du nord du pays, de Viana do Castelo, de Vila Playa de Dianca, au nord, et prenaient leurs bateaux et parfois s'échouaient sur les côtes espagnoles ou dans le Pays Basque. Et donc, il fallait traverser l'Espagne cachée. Alors, là encore, peut-être que c'est dans votre micro-histoire, qu'il y a des gens qui ont fait plusieurs jours de voyage, et notamment en marchant la nuit. Et après, la dernière difficulté, l'avant-dernière difficulté, qui est de traverser les Pyrénées. Donc, pas l'école les plus proches de Pau, mais l'école à 1000 mètres, etc. Parfois enneigée, dans des conditions difficiles, des gens qui n'étaient pas préparés pour cela. Et après, je dis dernière étape, parce que jusqu'en 64, les gens continuaient à être cachés dans des camions jusqu'à arriver en région parisienne. Et notamment, là, on les laissait, le plus souvent, c'était à Champigny-sur-Marne, qui était un bidonville où il y avait 14 000 personnes. On les lâchait, et les gens avaient souvent, ça j'en ai vu dans les archives de la police, des gens qui avaient un petit bout de papier, le nom d'une personne, et alors, avec des différentes variantes de Champigny. J'ai trouvé du Saint comme ça, Pigny. Les gens, phonétiquement, avaient traduit Champigny en Saint-Pigny, Saint-Pigny, qui n'existait pas. Et donc, on les lâchait là et après, ils se débrouillaient, trouver un emploi, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est la partie la plus difficile jusqu'en 64. En 64, les autorités françaises arrêtent de surveiller et en fait, on leur donne, ils n'ont plus qu'à aller à Hendaye, à la gare d'Hendaye, on leur donne un récépissé, un papier provisoire et ils peuvent continuer. Un des grands changements qui est souvent oublié, qu'on ne met pas souvent en avant, c'est l'Espagne.
l'Espagne à l'époque, donc il faut traverser toute l'Espagne. Et en fait, la police politique portugaise, la PIDE, que vous connaissez peut-être, son rôle, c'était de surveiller la frontière. Ses attributions étaient de surveiller la frontière. Sauf que la police politique et ses différents agents, ses différents directeurs, ils avaient d'autres priorités. La priorité de la police politique, c'était de surveiller les communistes, de les mettre en prison. C'était aussi de plus en plus de participer aux guerres coloniales, en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, et d'avoir des informations sur le MPLA, le Frelimo, le PAIGC, etc. Une grande partie des moyens de la PIDE étaient investis dans les colonies. Et donc, même pour le directeur même de la police politique, qui était un personnage assez puissant, surveiller les frontières de Villalfulmoz, Cai ou de Melgas, c'était beaucoup de ressources pour quelque chose qui n'était pas considéré indispensable. Et surtout qu'en jusqu'à 65, sans jamais le dire, la police politique et sa direction a fait une sorte de calcul. Pourquoi on va s'embêter à mettre beaucoup de moyens pour surveiller la frontière s'il y a des gens qui le font gentiment pour nous, c'est-à-dire la police espagnole? Pourquoi on va s'embêter? Par exemple, ce qui est fou dans notre période actuelle, actuellement, il y a des dizaines de milliers de kilomètres de murs dans le monde. Le mur entre, vous connaissez, entre le Mexique et les États-Unis, le mur entre l'Inde et le Bangladesh. C'est-à-dire que maintenant, pour essayer de freiner, et non pas arrêter, mais freiner les migrations, et faire que les gens prennent plus de risques pour migrer, on construit des murs. À l'époque, personne a dit, tiens, construisons un mur. C'est souvent une question d'argent. Et surtout, on se disait, pourquoi construire un mur si la police espagnole arrête un certain nombre de Portugais? Et le fait qu'un certain nombre de l'Espagne arrête, pas tous, mais un certain nombre de Portugais, faisait que les prix restaient très élevés pour partir, parce qu'il fallait vous cacher. Donc, c'est tout un réseau de passeurs, des cages, donc ça coûtait cher. Et surtout, il y a un certain nombre de personnes qui, évidemment, mais peut-être moi le premier, n'allaient pas émigrer clandestinement en se disant on risque d'être arrêté, on risque d'avoir des problèmes, etc. etc. Ce n'est pas un geste anodin hein, de traverser clandestinement des frontières, d'être entassé à 50 dans un camion, etc. etc. Et donc, la PIDE n'a pas mis beaucoup de moyens sur la surveillance frontière en se disant c'est pas grave, de toute façon, les Espagnols le font pour nous. Et ce calcul, il est fait sans prévenir les Espagnols, sans les rétribuer de quelque façon que ce soit. Et il y a un petit épisode, alors, il n'y a pas que ça, hein, mais quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler dans vos cours d'histoire, c'est en 65, la police politique portugaise assassine le principal opposant de Salazar, qui s'appelle Humberto Delgado, qui était un militaire, salazariste, mais qui a changé d'opinion, et qui devient principal dirigeant de l'opposition portugaise à partir de 58, et qui en 65 est assassiné en Espagne, près des frontières avec ses secrétaires. Et c'est un assassinat fait par la PIDE, organisé par la PIDE, en Espagne, sans prévenir l'Espagne. Et en plus, les agents de la PIDE, c'est pas très délicat de tuer quelqu'un, et sa secrétaire. C'est pas délicat de le faire sans prévenir les autorités du pays où vous faites ça. Mais ils ont juste fait un trou, mis un peu de chaud, et ils sont partis. Sauf qu'au bout de quelques semaines, un enfant retrouve le corps, et il y a une enquête internationale, et on se rend compte que c'est légal. Et ça, à l'époque, Franco, tuer des gens, les opposants, ce n'est pas son problème. C'était un de ses grands talents, entre guillemets. C'est-à-dire que ce n'est pas une démocratie, tuer les opposants, il savait faire, il le faisait souvent. C'est que dans les années 60, l'Espagne essaye de s'ouvrir au tourisme, s'ouvrir aux investissements étrangers, etc. Donc, en fait, ce que l'Espagne ne voulait pas, c'est qu'on pense qu'elle était de mèche avec le Portugal. Et surtout, la PIDE n'avait jamais prévenu les autorités espagnoles. Et donc, la police espagnole, la police politique espagnole, qui n'est en aucun cas constituée d'enfants de cœur, se dit, ah oui, alors nous, on surveille la frontière pour le Portugal. La police espagnole s'était aussi rendu compte de quelque chose de relativement simple, c'est que beaucoup de Portugais allaient en France, se faisaient arrêter en Espagne, ils étaient arrêtés, parfois jugés et renvoyés. 2 mois, 3 mois plus tard, imaginons un Victor Pereira, 2 mois, 3 mois plus tard, il le réarrêtait de nouveau. Et donc, il me demandait, mais comment ça se fait qu'on vous a arrêté, on vous a renvoyé, vous n'êtes pas en prison actuellement? Il disait, non, on ne m'a pas mis en prison. Et souvent, il y avait une sorte d'échange avec le passeur qui est, si tu te fais arrêter, il ne faut pas me dénoncer. Et si tu te fais arrêter, on te repassera gratuitement pour peu de frais de nouveau. Et donc, en fait, l'Espagne s'est rendu compte de quelque chose, c'était que
en fait, le Portugal avait un ensemble de lois extrêmement dures, mais qui n'appliquaient pas. Et qu'en fait, c'était un peu le tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire que sans cesse, les Portugais continueraient à rentrer en Espagne, ils se feraient arrêter, ils reviendraient au Portugal, ils repartiraient. Etc. Et que grosso modo, leur travail ne servait pas à grand-chose. Et que ce n'était pas du tout dans l'intérêt de l'Espagne. C'est-à-dire qu'à un moment, la police espagnole s'est dit il vaut mieux qu'on traque nos propres communistes et nos propres opposants plutôt que d'arrêter des paysans portugais qui veulent juste aller travailler en France, alors que nous-mêmes, on laisse nos paysans et nos ouvriers aller en France. Et donc, ça a impliqué quoi? Qu'en 1965, la police espagnole cesse de réprimer les Portugais qui traversent clandestinement la frontière. C'est-à-dire qu'à partir de 1965-1966, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes un Portugais et que vous allez en France, vous payez juste un passeur pour traverser la frontière entre le Portugal et l'Espagne, qui n'est toujours pas très bien surveillée. Vous arrivez en Espagne, vous allez à la Guardia Civil, ils vous donnent un papier qui vous permet de rester 30 jours en Espagne, d'y trouver un emploi ou de quitter le territoire. Vous arrivez en France, vous présentez à Hendaye, on vous donne un récépissé et vous allez essayer de trouver un emploi à Arras, à Roubaix ou ailleurs. Et tout à l'heure, je vous ai dit 15 000 escudos pour payer un passage avant 64. À la fin des années 60, c'est 2 000 escudos. Et un des grands changements qui va complètement changer, profondément changer la physionomie de l'immigration portugaise, c'est que jusqu'en 65, ceux qui immigraient, c'était surtout des hommes, et des hommes relativement jeunes. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'était un voyage difficile. Les Pyrénées, être entassé dans un camion, etc. etc. Et c'était un voyage qui était considéré comme… Il y a certes quelques femmes qui ont pris part, mais c'était considéré… le Portugal était relativement traditionnel, c'est-à-dire machiste. À l'époque, ce n'était pas la place de la femme d'être dans des camions entassés. À partir de 65, et dans les années suivantes, les gens vont savoir qu'en fait, traverser l'Espagne entre le Portugal et l'Espagne, ce n'est pas très dur physiquement, dans certains points. Autour de Village-sous-Mousse, c'est relativement plat. C'est peu surveillé. Vous arrivez en Espagne, et après, vous continuez, vous prenez le train, vous prenez le bus, et vous continuez. Et donc, ce qui a changé avec ce changement de décision, de position espagnole, c'est que non seulement les flux ont augmenté exponentiellement, mais que désormais, vous avez des femmes, des enfants, des personnes âgées qui viennent en France. Et que ce n'est plus seulement une migration d'hommes relativement jeunes dont pour beaucoup, l'idée est de venir en France, de gagner des sous et de revenir au Portugal. Ça devient une immigration familiale, femmes et enfants, et souvent, c'est par le biais des enfants, ils vont à l'école, etc., etc. Et donc, on reste plus longtemps avec l'espoir de donner un meilleur futur à ces enfants. Et donc, vous voyez, ce changement de décision de la dictature espagnole avec une dictature change. Il aurait pu changer par d'autres biais, mais il change, et ça qui modifie très fortement. Pour terminer, pour ne pas monopoliser la parole, quelques mots sur le 25 avril. C'est-à-dire, comme vous savez, le 25 avril 1974, chose assez peu fréquente, des militaires font un coup d'État pour mettre fin à une dictature. Des militaires qui sont surtout fatigués, ça fait 13 ans qu'ils combattent en Afrique. Ils ont compris qu'ils ne gagneraient pas la guerre, mais qu'ils ne la perdraient pas, donc ils pourraient passer toute leur vie à combattre en Afrique. Et ces militaires font un coup d'État victorieux le 25 avril 1974, et c'est à la fois la chute de la dictature et, dans les mois qui suivent, la chute de l'Empire. C'est-à-dire que les différents pays d'Afrique deviennent des nations indépendantes. Et 74, c'est une date qui prend sens de différentes formes. 74, c'est la fin de la dictature, mais aussi, que vous avez dû apprendre au lycée, c'est après 73, c'est la crise économique de 74. Même si les historiens et les économistes maintenant mettent beaucoup de guillemets au terme de crise économique en 74, et la France, avec le gouvernement de Jacques Chirac, ferme l'immigration des travailleurs. C'est-à-dire qu'on dit, et à l'époque, on pensait que c'était momentané. Momentanément, on va fermer les frontières à l'immigration du travail parce qu'il y a une hausse du chômage et donc on ne peut pas recevoir d'étrangers, etc., etc. Et donc, vous voyez, vous êtes à la fin de la dictature, fermeture de l'immigration, et de fait, le nombre de Portugais qui rentrent en France à partir de cette époque-là se réduit assez fortement. C'est déjà une tendance, à partir de 70, ça a une tendance à baisser, ça baisse à partir de 74. Néanmoins, pour terminer, les Portugais continuent à avoir une sorte de préférence, de traitement à part. Les autorités françaises sont beaucoup plus strictes vis-à-vis des étrangers qui viennent d'Afrique et qui essaient de rentrer en France et qui sont, à cette époque, refoulés ou expulsés. Les Portugais, on va continuer à leur garder un traitement de faveur qui dira, il y a quand même certains secteurs
de l'économie qui ont besoin de main-d'œuvre, et notamment de Portugais. Et vous avez aussi très très vite l'idée, le Portugal est voué à rentrer dans l'Union européenne. Et un des principes de l'Union européenne, c'est la libre circulation des travailleurs. Et donc l'idée, et c'est la même chose pour les Espagnols, on va leur laisser un traitement préférentiel, on va pouvoir les laisser venir travailler, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, plus ou moins rapidement, le Portugal va rentrer dans l'Union européenne, et de fait, les Portugais pourront librement rentrer. Mais donc, néanmoins, et là je termine vraiment sur ça, on vous a peut-être entendu parler de scandale avec ce qu'on appelle les travailleurs détachés, c'est-à-dire des travailleurs qui viennent d'autres pays, qui viennent travailler en France, mais qui sont encore soumis à la législation de leur pays d'origine, et notamment qui payent des charges, les charges sociales, ou les cotisations sociales, dans leur pays d'origine, et qui souvent les rend plus compétitifs vis-à-vis des travailleurs nationaux qui ont les salaires français et des cotisations françaises qui sont un peu plus élevées. Et les premières affaires autour de ces travailleurs détachés, c'est avec des Portugais dans les années 80. C'est-à-dire que dans les années 80, vous avez déjà une immigration où c'est des entreprises portugaises qui jouent avec les textes européens de libre circulation et aussi du fait qu'on puisse, des entreprises portugaises puissent candidater à des travaux publics, à des marchés publics en France, qui amènent des travailleurs portugais qui sont dans des situations pas légales. Et une partie de la législation européenne sur le travail détaché vient de ces cas. Deux boîtes portugaises, et certaines boîtes portugaises vont attaquer la France au tribunal européen et vont gagner. Et donc, une partie de la législation sur le travailleur détaché à la circulation des travailleurs européens est issue de ces questions liées à la présence de Portugais dans les années 80. Donc, vous voyez, c'est une histoire, et là, je termine vraiment là, c'est une histoire qui ne se termine pas, en fait. Parce que, comme vous le savez, dans les années 2010, de nouveau, il y a eu un important courant migratoire portugais vers la France. Mais je m'arrête vraiment là. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Et nous laisserons donc le temps pour un échange de questions à la fin, donc après l'intervention de Mme. Bon, avant tout, je voudrais beaucoup remercier Valeria Di Meglio, le département d'études portugaises ici de Lille. Je suis très contente d'être là, de rencontrer le professeur Sobrera. Et bon, je vais essayer de parler en français. Je vais demander l'aide de Valeria et Victor. Et ça que je pense faire, c'est un peu l'autre côté de ça que Victor a dit. C'est-à-dire, ma formation, c'est pas une formation d'histoire. Comme ça, je vais essayer de parler de les implications culturelles que ça a vu en Portugal, toutes ces choses que Victor a parlé, mais de l'autre côté. Le Portugal, c'est un pays d'immigration, mais c'est aussi était aussi un pays d'accueil. Je vais essayer de voir comme des questions. Je trouve que se complète un peu une chose avec l'autre, mais je trouve que les mots-clés sont pareils. Et je trouve aussi que les stratégies de l'immigration ne sont pas changées. L'histoire du passé, l'histoire des politiques d'immigration, c'est presque la même chose aujourd'hui, non? Et c'est pas une belle chose. Mais je vais commencer pour les années 30, parce qu'en Portugal, ça arrive une chose un peu bizarre. Dans les années 30, les salazarisme qui a toujours eu un problème de gens pour travailler, de gens pour administrer les colonies et tout ça, comprend que c'est important de créer une espèce de, on dirait-je, petit lieu de formation, un possible groupe de personnes à qui donner les cadres moyens de l'administration de la colonie. Et c'est à cause de ça que Salazar invente une chose qui s'appelle Casa dos Estudantes do Império, que c'est une maison où des gens qui viennent des colonies arrivent, des gens qui viennent de familles assimilées, c'est-à-dire avec un contact déjà
bastant intéressant avec la culture portugaise. Et bon, l'idée de Salazar, c'est de créer la maison, la Casa de Estudantes do Império, pour donner des outils formatifs à cette nouvelle génération pour après les mêmes jeunes retourner chez eux et pouvoir aider, entre guillemets, le Portugal dans l'administration, les cadres bas et moyens, évidemment, de l'économie. Bon, la vérité, c'est que la Casa dos Estudantes do Império a été la pire chose que Salazar pouvait imaginer parce que pas dans les premières années, mais avec les années 50, les jeunes qui arrivent surtout de l'Angola et de Mozambique et de São Tomé-Príncipe commençant à regarder ce qui se passe en France avec les mouvements négrotidinistes. Et à cause de ça, ces groupes de jeunes commencent à percevoir très tôt que les problèmes que les négritoutinistes colloquent en termes culturels, c'est aussi un problème politique et c'est aussi un problème que les regarde aussi à l'heure que vient de l'Afrique lusophone, entre guillemets. Et ça, c'est intéressant parce qu'en 1953, Mário Pinto de Andrade, qui c'était un grand nationaliste angolais, et Francisco José Terneiro de São Tomé ont publié un petit cahier qui s'appelle Poesia Negra d'expression portugaise. C'est un petit livre, mais c'est très intéressant parce qu'il y a, pour commencer, c'est intéressant parce que même les titres, Poesia Negra d'expression portugaise, c'est quelque chose en plein salazarisme très fort, c'est-à-dire opposer en vision du monde à la vision salazariste du monde, une autre vision du monde. Et en même temps, ce livre est important parce que c'est un livre qui est dédié à Nicolas Guillen, qui était un poète cubain très important pour la question de la négritude. Et c'est-à-dire que ces jeunes sont en train de faire une espèce d'auto-inscription dans les mouvements que dans le monde commencent sur la question nègre. Et vous pouvez très bien entendre que ça, c'est quelque chose qui choque complètement, qui se frappe même contre l'idéologie salazariste. Mário Pinto de Andrade, je pense qu'il est né souvent en 57, je pense. Il passe à vivre à Paris parce qu'il devient le secrétaire de présence africaine. Et c'est une revue très importante pour les études africaines et pour la revanche, entre guillemets, plusieurs fois, de la question nègre en France. Je trouve que pourtant cette année de 50-55 sont des années très importantes à cause de ça, mais la vérité c'est que sont des années et les groupes de la Casa dos Estudantes do Império se transforment aussi dans un grand laboratoire politique parce que presque tous les principaux nationalistes de les colonies portugaises passent pour la Casa dos Estudantes do Império, Agostinho Neto, Marcelino dos Santos, Amílcar Cabral. C'est une génération de jeunes et beaucoup de femmes aussi. Sont des jeunes qui sont en train de penser le futur de l'Afrique. Et je trouve que cet moment c'est important parce que il y a un clivage de plusieurs années jusqu'au moment que ça arrive autrefois, c'est-à-dire jusqu'au moment que cette idée que la culture négro-africaine, c'est quelque chose que ce n'est pas une partie de la culture portugaise, mais c'est quelque chose de différent.
Hein? Et je vais essayer d'expliquer mieux ça. Bon, les années 60 sont des années très importantes parce que il y a des gens du Cap-Vert qui arrivent en France. Cette première génération arrive, il vit encore dans le centre-ville. Oh, pas tout le monde, mais en partie d'eux vivent dans la zone de San Bento et dans la ville. Et progressivement, jusqu'à le moment de la Révolution de Juillet, passe à occuper l'espace périphérique de la ville. Et à cette génération de travailleurs caboverdiens, le fait qu'ils sont caboverdiens, c'est intéressant parce que les caboverdiens sont vus comme plus assimilables que les autres Africains de les autres colonies. Ils sont métis, et à cause aussi du fait que les caboverdiens ont toujours eu un statut privilégié dans le système colonial. Après la Révolution, il y a une question qui se pose très importante, que c'est là souvent. Avant, jusqu'à la Révolution, tout le monde était portugais, c'est-à-dire les Capverdiens, les Angolais et tout ça, c'est pas exactement comme ça, mais l'idée salazariste, c'est d'une nation pluriculturelle et pluricontinentale. Et à cause de ça, il y a un moment dans lequel l'agent est obligé à choisir si rester dans les colonies et prendre les nationalités angolaises, mozambicaines et tout ça, ou essayer d'arriver en Europe, au Portugal, et essayer d'avoir la nationalité portugaise. C'est pas facile, c'est pas ça quelque chose qui arrive à tout le monde, mais c'est une chose qui très important, je trouve, pour la géographie de Lisbonne, parce que ça qui commence à arriver, c'est que les espaces périphériques de la ville commencent à grandir beaucoup. On commence à avoir des quartiers d'autoconstruction, comme les favelas brésiliennes, et ça commence à créer un prolétariat sans document, qui travaille sans droit et qui reste dans une espèce de limbo permanent parce que la promesse de la nationalité n'arrive pas. Et sans nationalité, sans papier, ce n'est pas possible d'arriver à une situation laborale positive et mieux. Et comme ça, c'est quelque chose qui se complique beaucoup dans les années. Et cette situation, c'est une situation que je trouve que dans le moment en que le Portugal organise l'Expo 98, c'est une situation que j'ai habité à Lisbonne cette année, devient évidente. Parce que plusieurs de ces quartiers sont des quartiers où la Expo 98 est a lieu. Et comme ça, les gens qui vivaient dans ce quartier d'autoconstruction est expulsé et il va vivre dans des quartiers de la super banlieue, sans service, sans tout, et sans des liens d'amitié, même dans la précarité qui pendant les années avait beaucoup aidé l'intégration affective plus que laborale économique de cette personne. Il y a avant de ça deux moments importants, je trouve, que c'est 92 avec l'entrée dans Schengen du Portugal. C'est un moment important parce que, par exemple,
les Brésiliens qui avant de 92 pouvaient arriver sans problème en Europe via Portugal perdent complètement ses droits. Et ça, c'est important en termes d'imaginaire parce que Portugal perd le pouvoir d'être une espèce de port pour le reste de l'Europe. Et avec l'entrée dans la communauté européenne, Portugal a besoin de quelque chose pour offrir à l'Europe. Et ça que Portugal décide d'offrir à l'Europe, c'est exactement l'ancien espace colonial. C'est-à-dire, il y a des stratégies comme la création de la communauté de pays de langue portugaise, que je pense est un peu la réponse à quelque chose, comment dire, bon, on est petit, on est à la marge de l'Europe, mais on a un grand passé, il y a une langue commune avec beaucoup de pays, et comme ça, c'est ça qu'on peut offrir à l'Europe. Et ça, ce sont des choses pas tangibles, sont des choses qui sont plus importantes, je trouve, pour l'imaginaire du pays et de quelqu'un qui regarde le pays. Et il y a un moment avant de l'Expo de 98, que c'est un moment, je trouve, très important dans les relations avec le Portugal et la population immigrée, que c'est l'assassinat de Jacinto Monteiro en 1995 dans le quartier du Barrio Alto, que c'est le quartier de la nuit de Lisbonne. À la sortie d'une discothèque, il est tué, pur et simplement. C'était un moment très fort parce que c'était la première fois que dans le centre-ville, un jeune nègre essaie de refouler les refus à entrer dans un espace où des gens portugais sont en train de boire un verre ou danser. Et c'est un moment très fort parce que c'est quelque chose que casse l'idée d'un Portugal où tout est possible, où il y a du Portugal multiculturel, d'un Portugal où toutes les minorités vivent en paix entre eux. Et je trouve que je me rappelle, j'étais à Lisbonne cette année, et c'était quelque chose qui a beaucoup choqué, pas l'opinion publique, mais la jeunesse, par exemple. Bon, ça continue, la question de la sortie de beaucoup de gens dans les quartiers d'autoconstruction et l'occupation dans les périphéries, c'est quelque chose qui change beaucoup, je trouve, la physionomie de la ville et du pays, parce que Lisbonne, c'est un peu Portugal, c'est un peu tout le Portugal, non? Dans le sens que c'est réellement avec Porto l'unique ville du pays. Et l'Expo, c'est aussi un moment, le 98, important parce que commence à arriver des travailleurs qui ne sont pas de l'ancienne colonie, qui venaient d'autres pays africains et qui venaient, par exemple, du Pakistan ou d'autres du Bangladesh. Et ça change beaucoup l'imaginaire, je trouve. Beaucoup non, mais commence à changer un peu l'imaginaire parce que c'est un peu l'idée qu'il y a des gens, il y a des autres qui ne sont pas les autres de l'Empire. Et ça change beaucoup la physionomie de ce quartier de Lisbonne jusqu'au moment, parce que les petits commerces et tout ça, par exemple, en Lisbonne, de ce moment, sont des gens qui viennent de Bangladesh surtout, mais ne changent pas les conditions de vie des migrants. Parce que les immigrants, pas tous évidemment, mais il y a encore beaucoup de gens sans documents
et sans-papiers qui vit pendant 2 ou 3 décades en Portugal. Il n'y a pas possibilité d'avoir des documents et qui continue à vivre dans cette énorme banlieue que c'est la périphérie de Lisbonne. Et évidemment, par exemple, il y a toute la zone jusqu'à côté de Amadora, que c'est à côté, c'est en ville, à côté de Lisbonne, où avant il y avait les quartiers d'autoconstruction, les premiers quartiers d'autoconstruction de Lisbonne, et qui, dans ce moment, continuait de quelque forme, essayer de faire une vraie résistance pour la dignité de sa propre condition de vie. Et cette situation arrive à des moments très difficiles. Par exemple, en 2015, il y avait un affrontement très fort dans le quartier de Cova da Moura, où des jeunes sont arrivés, ont été frappés pour la police. Et c'était la première fois qu'il y avait une manifestation des habitants de cet quartier au Parlement portugais, en face au Parlement portugais. Il faut 2 années qu'il y avait un autre épisode très fort dans notre quartier, le quartier qui s'appelle Barrio de Jamaïca, que c'est aussi un quartier d'autoconstruction très grand, où la police est entrée, où il y avait des désordres et beaucoup de violence. Et cet épisode de Barrio de Jamaïca, je trouve que c'est important parce que a débloqué une réaction très forte pour la première fois de jeunes qui habitent ce quartier, qui à travers les réseaux sociaux se sont donné un rendez-vous et ont organisé une descente de l'Avenida da Liberdade, que c'est l'avenue plus importante de Lisbonne, du centre-ville, et ont commencé à manifester contre la violence policière. Pourquoi je suis en train de raconter cet épisode? Ça, c'est en Portugal, mais en France, il y a beaucoup, en Italie aussi. Je trouve que c'est toujours comme ça, parce que je trouve que ça a beaucoup à voir avec la première question que j'ai essayé de poser, que c'est la question de où est le lieu de la culture dans tout ça. Il y a 2 mots-clés dans tout ça, qui sont les mots de l'usotropicalisme. Je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est, mais Victor me va aider. Et l'usophonie. Ce sont des mots que vous trouvez partout. L'usotropicalisme, c'était un mot créé pour un anthropologue brésilien qui s'appelle Gilberto Freire et qui est servi pendant les années 50 de plafond, on peut dire, de l'idéologie salazariste, d'un salazarisme et d'un colonialisme multiculturel, où il n'y a pas de place pour le racisme, parce qu'on est des frères, on est tout pareil. Le Portugal a inventé les métis comme ça. Qui a inventé les métis ne peut pas être raciste. Et c'était un peu une idéologie qui a soutenu et qui continue à soutenir beaucoup des politiques sur l'immigration en Portugal, jusqu'à aujourd'hui. Cette situation que je parlais de la création, par exemple, de la communauté des pays de langue portugaise, c'est un peu un changement de passe, un cambio di passo. De marche. Un changement de marche, mais c'est aussi un peu la même chose, parce qu'aujourd'hui, on est très critique sur la question de l'usotropicalisme,
mais on parle toujours de lusophonie. Et finalement, je trouve que c'est très important de nous demander qu'est-ce que signifiait le mot lusophonie, parce que je sais que Valérie a déjà parlé de ça dans ses courses. C'est très important parce que lusophonie, plusieurs fois, c'est quelque chose qui nous donne un cadre idyllique, plusieurs fois de convivence, oui, de vie ensemble, de possibilité de vie ensemble, en cachant toutes les criticités que la société portugaise vit aujourd'hui sur la question de la race et sur la question de l'immigration. C'est pour ça que je trouve que la question de la Casa dos Estudantes do Império et l'expérience de la Casa, c'était un moment très important dans ce discours parce que c'était une expérience qui nous apprend quelque chose d'important, que c'est pas possible ou à l'injustice, c'est pas facile et c'est pas possible de créer une fraternité qui est seulement de façade. Ça que nous apprend aussi l'expérience de la Casa dos Estudantes do Império, c'est que dans un moment où partout, à Portugal, à l'Europe, à l'Italie, on parle toujours de postcolonial et d'idées coloniales, qui sont des mots très importants. Je trouve qu'on oublie parfois, trop de fois, les mots et l'importance de l'expérience anticoloniale. C'est quelque chose de différent. L'anticolonialisme, c'était une stratégie de contraste, de contraste et d'opposition de valeurs dans des modèles de société différents. Et il n'y a rien de mal à dire ça. Et je trouve qu'il y a possibilité de dialogue si on se regarde, pas avec les lunettes de la lusophonie, de l'usotropicalisme, je ne sais pas quoi ça. En Italie, c'est la même chose. On n'a pas l'usotropicalisme, mais on a des choses pareilles. Et je trouve qu'en France aussi. Et la question, c'est de se regarder dans la réalité de l'exigence des unes et des autres. C'est banal, mais ce n'est pas tellement banal dans la pratique. Et bon, je vais essayer de recommencer de la première partie de mon intervention, que c'est un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Portugal. Il y a eu des épisodes de violence, mais il y a eu des réponses intéressantes de la population attaccata, toccata da questa violenza direttamente, touchée pour cette type de violence directement. Mais il y a aussi, je trouve, que ça commence à avoir un mouvement intéressant aussi dans la culture, c'est-à-dire des groupes de théâtre qui s'assument comme des groupes de théâtre nègres, des théâtres griots. Je trouve que c'est un expériment très intéressant, avec des limites comme tout dans le monde, mais intéressant. Toute la culture du rap, la littérature. Je trouve que la grande absente jusqu'à 4-5 ans avant, c'était exactement la littérature de la diaspora. On a vu très peu d'exemples de littérature écrite pour des sujets diasporiques. Maintenant, ça commence. Ce n'est pas tout de la grande littérature, mais je trouve que ça qui commence, c'est en littérature avec un processus d'inscription dans un projet de société et une idée que le sujet diasporique, c'est un sujet aussi politique et aussi un sujet capable de changer le status quo de la société. Je me réfère, par exemple, au livre de Jamila Pereira de Almeida, Este Cabelo, Luanda, Lisboa, Paraíso. Je trouve que ce sont deux livres importants, ce ne sont pas de Divina Commedia, mais ce sont des livres importants.
les livres de Calaf, par exemple. Son roman Os brancos também sabem dançar. C'est un livre qui travaille avec les stéréotypes du côté de l'autre. Et à cause de ça, c'est un livre important. Les livres de Yara Monteiro et Sadama Bateboué. Il y a aussi des expériences artistiques. Je trouve que dans les arts performatifs, ça commence à avoir des choses très importantes. Par exemple, je pense au travail de Monica Miranda, de Jas, Kilouange et Kiayenda. Sont des artistes qui sont en train de proposer une vision de la liaison coloniale, de l'ancienne liaison coloniale et de l'actuelle situation de la relation entre Portugal et les anciens espaces coloniaux dans une autre perspective. Ça, c'est très important. Et, il y a aussi dans la poésie des expériences intéressantes qui sont des expériences de poésie collective. Je pense à un petit caderne de poésie qui est sorti, qui se chama Jujuyo, que c'est un petit cahier de poésie écrite pour des sujets afrodescendants. Ça, c'est une autre question. Comment on définit des citoyens d'un pays qui font part du corps national et qui sont toujours appelés comme seconde génération, afro-portugais, afro-descendants. Bon, ils sont des Portugais, non? Mais pourquoi on a une difficulté aussi grande d'accepter que l'être portugais en 2021, c'est être portugais de plusieurs formes. Hein? Et cette caderne Jujuyo, ce n'est pas une chose formidable en termes esthétiques, mais c'est intéressant parce que c'est l'expérience des jeunes qui viennent de l'expérience des quartiers périphériques, qui en fois pour moi se sont rencontrés, ont fait des réunions, ont commencé à dire la poésie et ont commencé à avoir une production régulière et des moments de réflexion sur la situation d'être cette éternelle marge de l'école nationale. Bon, je trouve que ce n'est pas la peine de dire qu'il n'existe pas un discours identitaire seulement dans un sens unique, parce que l'identité est-elle toujours plurielle. Et ce que je trouve à dire pour terminer cette intervention, c'est que c'est un moment extrêmement intéressant au Portugal. Pas pourquoi les lois de l'immigration ont changé et c'est pire que la loi d'avant, comme toujours, mais pourquoi je trouve qu'il y a un compromis, un engagement des nouvelles générations qui sont plus vigiles sur la question et sur l'importance de créer un corps national réellement inclusif. Et c'est ça. Merci. Donc, merci à Victor et Livia. Et donc, si vous avez des questions dans la salle et aussi via Zoom, le débat est ouvert. Donc, la parole est à vous. Grégoire? Moi, j'ai une petite question, du coup, c'est une question de conclusion. C'est que tout à l'heure, madame a dit que. Excuse-moi. Tout à l'heure, vous avez dit que tout à l'heure, le but c'était d'avoir une nation qui était pluricontinentale et pluriculturelle. Et ce que je ne comprends pas là-dedans, c'est que, par exemple, quand on voit ce communiqué du Portugal d'outre-mer sur le statut d'indigénat dans
années 50, qui définit l'indigène comme non assimilable au niveau des mœurs et de la culture. Donc, quand on voit par exemple les structures dans les colonies qui sont très faibles au niveau de l'éducation et qu'on a peut-être 4% de l'analphabète dans les colonies, comment on peut leur donner la nationalité portugaise dans ce cas-là? Oui. Les analphabets, il y avait aussi au Portugal. Hein. Victor, tu peux répondre beaucoup mieux que moi. La taxe, c'est-à-dire le taux d'analphabétisme au Portugal au moment de la révolution des œillets, c'était de 30 quelque chose pour cent. Hein. C'est-à-dire que dans les colonies, c'était plus, mais c'est aussi la qualité du colonisateur que c'était un peu comme ça. Et, bon, évidemment, la stratégie de diviser la population, c'est une ancienne stratégie. Les Romains l'ont inventée avant que tous. Et dire que l'assimiler a plus droit que l'autre, et tout ça, c'était toujours en forme aussi du salazarisme, je trouve. Ben, moi, je ne suis pas un prof d'histoire comme Victor, de maintenir le status quo dans les colonies. Ce qui arrive, c'est que les fils de la moyenne et petite bourgeoisie, quand on arrive à l'Europe, ils regardent ce qui est en train de passer à l'Europe, se rappellent très bien que sa culture de référence, ce n'est pas la culture européenne, ou mieux, que c'est aussi la culture européenne, mais qu'il y a un côté de sa culture dans le plein sentier de l'élément qui nécessite d'être identifié. Je ne sais pas si mais je pense que du point de vue de l'histoire, Victor va te répondre mieux que moi. Il y avait un énorme hiatus entre les discours et la réalité. Et même le lustropicanisme, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une personne, c'est qui l'a développé au Brésil dans les années 30 et qui part, comme l'a dit tout à l'heure, de l'idée. Ce qu'il essaie de prouver au Brésil, c'est que c'est une démocratie raciale. Et qu'il n'y a pas de discrimination et que le portugais, c'est basé sur l'idée d'une sorte d'essence portugais. Les Portugais seraient différents des Français, des Anglais, des Belges, parce que le portugais ne serait pas raciste. Je reprends le discours. Hein. Je ne serais pas raciste, et notamment, ça serait manifesté par le fait que le portugais se serait mélangé, ce qui veut dire avoir la relation sociale, avec la population des hommes, qui ont aussi une grande découverte. Et sur les territoires, il n'aurait pas maintenu cette distance avec les populations, et donc le métissage, etc. Et ça, au début, le lustropicanisme de Frère, il n'est pas du tout accepté au Portugal, à part quelques personnalités. C'est un peu une des réactions, c'est mais on est raciste comme tout le monde. On est raciste comme les autres Européens, on est supérieurs, on est blancs. Et ces gens-là, c'est des sauvages. Et au contraire, tous les métissages étaient mal vus. En fait. Sauf que dans les années 50, il y a quelques intellectuels, quelques hommes politiques, dont Adrien Moulin, qui est encore vivant, qui comprennent le truc, qui comprennent l'avantage de la chose, qui se disent, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Inde est indépendante, il y a la guerre d'Algérie, etc. Et donc, il faut qu'on dise qu'on est différent. Comment on va expliquer à tout le monde, alors que tout le monde décolonise, que nous, on va garder nos colonies en disant, nous, les Portugais, on s'est mélangés, il y a eu un énorme métissage, que les populations de Angola, au Mozambique, en Guinée, c'est issu d'un énorme où il y a plus de blancs, il y a plus de noirs, il n'y a que les Portugais. Et donc, il n'y a pas de raison à l'indépendance. Après, ce que vous dites, il y a un décalage béant entre le discours et la réalité, même entre le discours et les pratiques. C'est-à-dire que le Portugal, sur plein de choses, il y a même encore au Portugal, si vous écoutez les Portugais sont quasiment certains que le Portugal est un des premiers pays à avoir aboli l'esclavage. Parce qu'en fait, il y a un texte de 1763 qui interdit d'importer des esclaves au Portugal métropolitain. Mais il a subsisté au Brésil, jusqu'au tardivement, en 1888, et il a subsisté dans les colonies, extrêmement tardivement. Mais même après la fin de l'esclavage en 1875, simple, le grand problème du Portugal, c'est qu'il fallait faire travailler les populations africaines, dans le coton, dans les îles. Et donc, en fait, il y a toute une loi de politique sur l'indigénat, etc. Et ça, elles ont été supprimées en 61.
C'est-à-dire que quand il y a eu la guerre coloniale, ça disait, voilà, quand même, il y a vraiment un gros courrier. Oui, les régimes des contrats aussi. Exactement. Et en fait, il est resté sous des formes déguisées. Donc ça, c'était vraiment et pour terminer vraiment, ce qui me montrait tout à l'heure, il vient parler de certaines permanences dans l'utilisation. Il y a un chercheur, ça va intéresser au Portugal, qui a parlé du tropicalisme banal. Certes, il y a les grandes idées de Toffard, mais est-ce que le portugais moyen ou le français moyen a lu Gilbert Toffard? Le Toffard a été traduit en français relativement peu. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par un chercheur qui s'appelle Marcus Calin, qui a perdu sur le tropicalisme banal, il a étudié des trucs qui peuvent nous sembler complètement anodins, mais qui marquent beaucoup. Le football, les concours de Miss Portugal et la danse, la chanson. Et une des personnalités, une des plus connues au XXe siècle en Portugal, c'est Eusébio, sur le football, qui a marqué plein de buts. Et Eusébio, dès son vivant, il y a tout un discours sur Eusébio et la preuve incarnée d'une personne qui est née au Mozambique, mais qui joue pour Benfica, qui joue pour la section portugaise. Le Portugal, maintenant, a des bons résultats, mais ce n'est pas une grande équipe de foot nationale, sauf en 66, vous avez croisé un Coupe du Monde, avec tout un discours. Voilà. Eusébio, Kouloum et d'autres joueurs comme ça sont vraiment les représentants de ces Portugais qui viennent de dire. L'équipe du Portugal, c'était un peu 98, 98, Black Blamber. Le symbole des joueurs blancs qui viennent du Minho, des joueurs métis qui viennent de l'Angola, des joueurs métis qui viennent, les métis, Eusébio, portugais, mozambicaine, non, angolaise. Il y a deux joueurs. Et en fait, c'est vraiment le symbole. Et ce qu'il faut, j'ai un collègue à l'ICS, s'appelle Nuno Domingos, qui a étudié les discours dans les 60 et quand Eusébio était panthéonisé. Il a été ministre de Panthéon national. Et en fait, il y a une permanence dans le discours. La manière dont on parle de Eusébio dans les années 60 et la manière dont on parle de Eusébio dans les années 2000, il y a plein d'arguments et d'idées qui sont identiques. Donc, ce maintien d'un discours, mais qui est, et là encore pour revenir à votre remarque, qui ne s'appuie pas sur la réalité et sur les discriminations, les expressions brutales qui ont été la base du colonialisme portugais. Désolé. Non, merci. C'est par rapport à la révolution des idées, donc qui a été une révolution qui était très calme, en fait, qui était Comment? La révolution des idées. Calme, vous avez dit? 4. D'accord, mais j'ai entendu calme. Non, c'était calme dans le sens où il y avait très peu de morts, c'est pas le semblant, je veux dire par là. Donc à la fin de la révolution des idées, il y a un gouvernement provisoire au Portugal qui a voté l'autodétermination des colonies. C'est pour ça qu'elles ont pu s'émanciper. Est-ce que la décolonisation de l'Afrique lusophone a été aussi calme que la révolution des idées au Portugal? On a fait l'inverse, du coup, quand ils ont laissé la colonisation, c'était un peu de. Bon, non, c'était pas calme parce que, bon, ça c'est en question pour 4 jours de travail. Parce que. Parce que c'était pas calme depuis les commences, parce que c'était quelque chose qui est arrivé. Bon, on commence pour ça. On a vu la révolution des œillets parce qu'il y a eu une guerre coloniale. Ça, c'est très important. Parce que sans la guerre coloniale, je pense que les choses étaient très différentes. Mais c'était pas tranquille, pas calme, parce que chaque pays a vu un problème de fracture d'histoire à l'intérieur différent que l'autre. Et le système de la décolonisation, bon, je suis en train de te répondre comme ça. Hein? Ça, c'est mon opinion. C'est pas. On oublie plusieurs fois que les colonies portugaises sont dans des parties de l'Afrique complètement différentes et qu'il existe une chose qui s'appelle politique régionale. Et c'est évident que la question de la Guinée, ce n'a pas été la question du Mozambique, évidemment. Ça, c'est le prologue de ce que je te veux dire. Et
à cause de ça, tout ce qui arrive, par exemple, en Angola, après l'indépendance, c'est complètement différent de ce qui arrive au Mozambique. Parce que la situation, par exemple, des mouvements de libération angolais, c'était complètement différent que la genèse des mouvements de libération mozambicaine ou de la Guinée-Bissau. Et après, on ne peut pas oublier qu'il y a deux territoires coloniaux qui sont São Tomé et Cap-Vert, qui n'ont pas été la guerre coloniale. Ça, c'est une différence énorme. Si je peux me permettre, sur le 4 mois, je ne vois pas quoi dire par 4 mois, mais donc il y a le 25 février 74, qui est l'objectif, c'est de faire tomber le gouvernement. C'est l'objectif. Et mais très vite, il y a une tension extrêmement forte entre ceux qui ont fait la révolution, dont un monsieur qui a mouru, qui était un de ceux qui ont planifié le coup d'État, et celui en fait qui va sortir un peu du chapeau, personne qui est Spinola. Spinola, c'était le gouverneur en Guinée-Bissau, c'est un des chefs militaires les plus gradés qui a fait la guerre, et qui va apparaître comme la personne à qui va recevoir le pouvoir, plus ou moins des mains de Caetano, le soir du 25 à 74. Et dans les mois qui suivent, en fait, la révolution des œillets, bon, on peut dire que la révolution des œillets, c'est le 25 avril, mais ensuite, après, il y a l'expression que j'aime beaucoup en portugais, qui est le PREC, le processus révolutionnaire en cours. Et du 25 à 74 à grosso modo novembre 75, vous avez la révolution. Et pourquoi ces dates-là? Parce qu'en fait, pendant ce temps-là, vous avez énormément de mouvements sociaux, de grève, d'occupation d'usines, d'autogestion, de revendications diverses et variées d'un point de vue social, mais aussi culturel et aussi politique. Vous avez une très très forte incertitude sur qui va prendre le pouvoir. Et la crainte, alors maintenant ça peut me paraître étrange, mais beaucoup craignent que le parti communiste prenne le pouvoir. Certains l'accusent d'avoir voulu prendre le pouvoir, d'autres l'accusent de ne pas avoir voulu le prendre, etc. L'historien encore nous débat de ces questions. Et il y a aussi, donc le point important que vous avez souligné, c'est sur la question coloniale. C'est-à-dire que Spinola, quand il devient président de la République, son objectif, c'est il se prend un peu pour le De Gaulle français, et l'idée, c'est d'essayer de maintenir un lien avec les différents pays qui appartiennent aux anciennes colonies à l'Empire, et de créer une sorte de fédération, comme il y a eu en France entre 58 et 60, mais qui a pas été. Et en fait, de créer une sorte de fédération, ou soit avec donner des statuts différents aux colonies, en fait. Notamment le statut de Cap-Vert, qui est assez particulier. Oui, et donc, en fait, d'essayer de maintenir un lien. Sauf qu'en fait, une partie des. Mais pour ça, il faut pouvoir l'imposer. Il faut que les gens l'acceptent. Et le MPLA et le Frélimo ne voulaient pas en entendre parler. Pour eux, leur but, c'est l'indépendance totale et entière, et pas un truc intermédiaire, pas une sorte de néocolonialisme qui ne dit pas son nom. Et donc, d'une part, le Frélimo et le MPLA n'ont pas accepté. Et d'autre part, une partie des militaires et du MFA, qui sont autour de personnalités comme Page-Consart ou Otello, ils vont dire non, il faut donner l'indépendance. Et au bout d'un moment, Spinola va se rendre compte qu'il n'y a pas les moyens d'imposer cette décision. Il voulait notamment faire un référendum. Mais comment vous voulez faire un référendum? Il faut contrôler le territoire, il faut contrôler les populations, ce qui n'était plus le cas dans une grande partie de la Guinée, ce qui n'était plus le cas dans une partie de Mozambique. Et donc, de garde, avec la comprendre, ce n'est pas possible. Et donc, après, vous avez une indépendance, d'abord en Guinée et ensuite. Mais après, la guerre, elle n'a pas complètement, c'est pas terminé le 25 avril. Parce que les mouvements indépendants, les mouvements anticoloniaux, ils ont maintenu la pression. Ils n'avaient pas dit ah, vous avez fait la révolution de votre pays, on arrête. Ils ne savaient pas très bien ce qui allait se passer. Et il y a eu encore des troubles, notamment au Mozambique. Une partie des colons blancs, ils se sont dit bah, on va nous abandonner. Il y avait tout un univers. Les gens fonctionnent souvent par analogie avec l'Algérie. Voilà, il va nous arriver ce qui est arrivé avec l'Algérie. Ça veut dire que les militaires vont partir et que nous, on va être la victime de massacres ou de pillages, etc. Et en 1975, il y a une partie de la population blanche qui s'attaque aux militaires. Militaires qui, pendant 10 ans, ont combattu pour les défendre, et là, on s'attaque à eux, comme quoi vous allez nous trahir, etc. Il y a des mouvements blancs, et appuyés, évidemment, il ne faut pas là en politique régionale, l'Afrique du Sud, raciste, la Rhodésie, raciste, qui soutiennent ces mouvements, mais qui ne vont pas empêcher l'indépendance de toutes les colonies, et le fait qu'une des grandes... Alors, qu'il n'y a pas eu, ce que beaucoup de gens crient, hein, mais c'est la grande partie qui compte plus, presque, il n'y a pas eu d'attaque aux personnes, il n'y avait pas de massacres de population blanche
en Angola, en Mozambique, mais la plupart d'entre eux vont soit aller au Portugal, soit un certain nombre d'entre eux, notamment en Mozambique, vont aller en Afrique du Sud, ou soit certains vont, alors il y a certains qui vont aller au Portugal et qui vont trouver un emploi, un logement, et en dépit des énormes, de l'important effort fait par le gouvernement portugais dans une situation de crise, pour les loger, pour les appuyer. Donc certains vont venir en France, d'autres au Brésil, etc. Donc il y aurait toute une circulation de ces populations. J'espère que j'ai répondu à votre question avec votre exposé. On a fait votre exposé, c'est bon? Non, non. Vous me direz votre note, hein? J'espère qu'on vous aura dit. Pas oublier les guerres civiles après de ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Ah, après, mais il y a différents cas de figure, notamment le cas de figure de l'Angola. Vous l'avez peut-être vu en histoire, ça fait des histoires et tout. C'est pas qu'il y a le congrès de Berlin en 1985, les Européens n'ont pas pris une carte de l'Afrique, ils n'ont pas tracé. Ils n'ont pas fait ça en 1980. Le congrès de Berlin, mais ils ont dit à partir de là, si vous voulez dire que une colonie est à vous, alors qu'il y a des tensions entre l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Angleterre et le Portugal, il faut que vous occupiez réellement cette territoire. Et après, dans les années 1990, il y a eu plein d'accords entre les différentes puissances coloniales. Voilà, la frontière, ça va être là, et souvent, c'est un trait. Mais donc, comme dans les autres cas, la plupart des pays qui sont devenus indépendants, en fait, c'était des indépendants. Il n'y avait pas de nation en termes d'unité linguistique, d'unité religieuse, etc. Et notamment en Angola, vous avez un ensemble il vous reprendra, mais de peuples avec des histoires différentes, avec des oppositions différentes. Ce sont des projets de nation, c'est ça la question. Je trouve que la grande question, c'est pas seulement les colonies portugaises, mais presque toutes les colonies, les espaces décolonisés sont des projets de nation. Non? Et on oublie ça. On pense que bon, l'Europe, c'est pas l'Italie. Bon, jusqu'à hier, c'était une autre chose de ça qu'est aujourd'hui. On oublie ça, non? On ne donne pas le temps de faire les choses, je trouve. Ça, évidemment, la guerre civile, ce n'est pas la sortie pour cette question, mais ça qui est intéressant, que même les gouvernements indépendants n'ont jamais mis en question les frontières coloniales. Et ça, c'est à cause exactement des politiques régionales et tout ça. Mais ce sont des projets de nation. Et ça, c'est quelque chose de très, très compliqué à imaginer, je trouve, pour nous. Mais effectivement, dans 1975, vous avez 3 principaux mouvements anticoloniaux en Angola qui appellent les Portugais partis, 2 d'entre eux. On rentrait une guerre civile qui va durer jusqu'en 2000. Et donc, après, sur ça, il y a encore beaucoup de recherche. C'est voir comment on en arrive à cette guerre. C'est extrêmement sanglante, évidemment. Extrêmement long, extrêmement dur, qui a eu des effets sur la population civile extrêmement forts. Et aussi l'implication, parce que là encore, vous avez différentes implications. Cuba a envoyé des troupes, des soldats, aider le MPLA, le Zaïre qui est intervenu, la France qui est intervenue. La France est toujours là. Un contexte extrêmement complexe. D'autres questions de la salle? Sinon, il y en a 2 dans Zoom. Donc, je ne sais pas si quelqu'un, avant que je donne la parole à Zoom. Bon. Alors, les questions sur Zoom, il y a donc la première question, c'est l'immigration travailleurs constitue-elle un facteur d'ajustement de l'économie portugaise dans le cadre de l'Union monétaire européenne? Très bien. Je vais prendre une casquette d'économiste. Donc là, c'est une question plutôt contemporaine, parce que si on parle de l'Union européenne, mais il est vrai que dès les années 60, 70, une partie des dirigeants portugais, mais pas tous, les élites politiques, elles ne sont jamais d'accord, et les élites économiques, elles ne sont jamais d'accord. En fait. Il n'y a pas un moment où tout le monde pense tous la même chose. Mais pour une partie qui est relativement encore à l'époque marginale dans le sens en termes de position et de pouvoir, disent en fait l'immigration c'est super, il faut les laisser partir. Pourquoi il faut les laisser partir ces gens? Parce que c'est une main-d'œuvre, et tu l'as rappelé tout à l'heure, en partie analphabète, qui a resté 3-4 ans à l'école, qui travaille dans l'agriculture, mais qui a un poids, parce que ça fait que l'agriculture reste trop imposante par rapport à l'industrie de services, qui empêche la modernisation de l'agriculture avec l'usage de tracteurs, si ces gens ils quittent l'agriculture et l'exode rural, ils vont aller dans les villes, qu'est-ce qu'on va en faire?
on n'a pas de quoi loger. S'ils vont, c'est pas si facile, de l'agriculture vers l'industrie, bah, il va y avoir trop de gens dans l'industrie. Donc, au lieu de mettre des machines et de moderniser, on va utiliser une main-d'œuvre extrêmement peu qualifiée, mais peu coûteuse. Et donc, certains économistes disent, laissez-nous partir. Ils partent. Après, en France, donc c'est un point en moins. Le fait, certains me disent, ils se plaignent toujours qu'il manque de la main-d'œuvre. Tant mieux qu'on remplace de la main-d'œuvre par des machines. Donc, quelque chose de très modernisateur. Et en plus, il y a deux arguments qui sont liés pour répondre plus. C'est que, d'une part, ces Portugais en France travaillent beaucoup. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour un grand nombre d'entre eux, l'objectif, c'est le retour au Portugal. Ce qui fait qu'une grande partie de leur argent qu'ils économisent à la sueur de leur front et de beaucoup de travail et de beaucoup d'économies, notamment la vie dans le bidonville, c'est une des raisons, pas la seule, cet argent, il est envoyé au Portugal. Qui c'est qui capte cet argent? Alors là, les banques, elles sont très très bien adaptées. Il y avait notamment des banques portugaises qui s'étaient installées en France, qui avaient des camionnettes qui sillonnaient la banlieue parisienne pour récupérer l'argent dans les bidonvilles. C'est un service à la maison, c'est Uber Bank. Ça veut dire que pour éviter que les Portugais aient à quitter leur bidonville pour aller à Paris ou dans le centre-ville et tout, c'est des camionnettes qui avaient jusqu'à elles. Et même chose au Portugal, donc les gens mettaient de l'argent, le transféraient sur le compte et leur famille au Portugal, au fin fond du Portugal, et donc là aussi de nouveau des camionnettes, permettait à Dona Maria, qui habitait au fin fond du conseil des milliardaires, de récupérer de l'argent en fait. Et ça, c'est pas négligeable. C'est en 73, si je me souviens bien, c'est 8% du PIB de remise d'argent. Et là, pour le Portugal, cette remise d'argent était extraordinaire. Parce que, d'une part, le problème du Portugal, historiquement, et même jusqu'à nos jours, c'est qu'il achète plus à l'étranger qu'il ne vend pendant longtemps. Et notamment, le Portugal a toujours été dépendant notamment pour se nourrir, ce qui est pour un pays agricole, mais surtout, le Portugal, il y a des choses qu'il ne fabriquait pas. Et des choses qu'il ne fabriquait pas, c'est des super hélicoptères, des armes qui étaient nécessaires en Afrique, en Angola, Mozambique, en Guinée. Et étonnamment, le pays qui vendait beaucoup d'armes au Portugal pour empêcher des gens d'être indépendants, c'est la France. Et donc, le fait que le Portugal ait un ensemble de devises françaises permettait, il y a une chose qui s'appelle la balance commerciale et la balance des paiements, je ne sais pas vous embêter avec ça, mais ce qui permettait à la France d'avoir des devises pour plus facilement acheter des armes et les payer à la France. Et aussi, sans entrer dans des trucs extrêmement complexes économistes, cet argent, il passe par les banques. Comme vous savez, votre argent, dont vous n'avez pas beaucoup, il est dans une banque et la banque, elle ne gère pas tout votre argent. Une partie de votre argent, il est investi. Et donc, cet argent des émigrés, avec des taux d'intérêt qui, parfois, après la Révolution, étaient assez intéressants par rapport à la Révolution, cet argent, ça a permis aux banques de prendre cet argent et de l'investir dans des grands secteurs industriels. Et même certains des économistes disaient, il y a une sorte de contradiction, c'est que ces Portugais qui quittent, très joliment, qui quittent des zones rurales, ils vont en France, ils travaillent beaucoup, ils envoient leur argent dans une banque, et où va cet argent? Il sert à financer des investissements à Lisbonne, à Porto, dans l'industrie. Donc en fait, il ne sert pas à corriger les asymétries territoriales, les inégalités entre les territoires, et ça, au contraire, à les aggraver. Et est-ce que j'ai bien répondu à cette question? Oui, alors après, même plus maintenant sur l'immigration, c'est une période, je voulais très très rapidement parler à la fin. Comme vous savez, il y a les crises économiques de 2008, vous êtes déjà, et cette crise économique a eu très fortement touché les pays du Sud, Grèce, Italie, Espagne, Portugal. Et une chose ce qui est intéressant dans ce que disait tout à l'heure Olivia, est sur l'importance de l'année 98 au Portugal et de l'Expo. Que l'Expo, ça a été pour le Portugal contemporain extrêmement important. Voilà, nous maintenant, on est un ancien pays pauvre, on est capable de créer une grande exposition universelle. On est capable de moderniser une ville. Ce quartier a été l'expo, etc. C'est un quartier de bidonville, c'est un quartier d'industrie, notamment lié au pétrole. Ça a été déplacé, etc. Et après, il y a eu 6 ans plus tard, il y a eu l'Euro 2004 organisé au Portugal, avec une victoire qui a traumatisé des générations de Portugais, parce que le Portugal a perdu en finale contre la Grèce. Mais c'est un peu, c'est le grand événement, et le Portugal est devenu un pays relativement important d'immigration des années 90-2000. Et Saramago, Nobel Saramago.
Emmanuel Sarah, qui est ici en photo, que vous avez accueilli. Et donc, il y a eu une immigration fin des années 90, début 2000, beaucoup d'immigrants qui venaient de l'ancien empire, capverdien surtout, mais aussi une immigration moldave, ukrainienne, Sénégalais, nigériens. Ce sont des gens qui ne sont pas restés, mais ouais, ils sont passés. chinoise, du Bangladesh, etc. Et au Portugal, alors maintenant, le Portugal se normalise que depuis 1974, pour la première fois depuis il y a 2 ans, il y a un député d'extrême droite. Et pendant longtemps, on disait, ah, mais le Portugal, quelle exception, ça faisait 40 ans que le Portugal n'avait pas de député d'extrême droite. Et pendant les années 90, il n'y avait pas vraiment un discours. Là, je ne suis pas en train de faire du tropicalisme. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de racisme au Portugal. Je ne vous dis pas ça. Mais je vous dis qu'il n'y avait pas de parti. Il y avait plein de partis. Il y a notamment l'assassinat d'Arcide Montel. Et d'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir au Portugal qui a gagné le prix principal spécial documentaire du Doc Lisboa sur cet assassinat. Donc, il y a des pratiques racistes. Il y a un ensemble de pratiques racistes, sans aucun doute. Mais il n'y avait pas de parti. Il y avait des partis racistes, mais qui n'avaient quasiment aucune voix. L'extrême droite, néo-nazi, et comptait quasiment très peu jusqu'à nos jours. Et au contraire, il y avait un discours plutôt positif sur l'immigration. Pourquoi? C'est nous, pendant des siècles, on a été un pays pauvre où les gens partaient. Nous, on était un pays d'émigrés. Le fait qu'on devienne un pays d'immigrés, ça veut dire qu'on est moderne. Ça veut dire qu'on est enfin devenu un pays européen. Et comme les Français, les Belges et tout, on reçoit nos immigrés. Ce qui n'empêche pas ensuite de mal les traiter. Hein. Mais c'était un discours public. Et voilà, l'immigration est le signe qu'on est enfin un pays moderne. Et donc, pour vraiment répondre à la question, ça a été un traumatisme dans les années 2010 quand le Portugal, de nouveau, a vu des milliers de personnes, et là c'est en termes de dizaines de milliers, de gens partir parce qu'ils n'avaient plus d'emploi au Portugal, ou les salaires sont beaucoup plus bas au Portugal. Et donc, pour beaucoup, l'idée c'était que voilà, maintenant on est un pays moderne, on est un pays européen, on accueille des immigrés, mais par contre, nous on ne part pas. Soit si on part, on n'est plus des immigrés, on est des expatriés, ce qui est complètement différent. Et notamment une émission en Portugal que je regarde peu, mais dont j'ai compris, c'est Portugais que nous, les Portugais à travers le monde. Et donc, ils vont trouver un architecte qui est à Kuala Lumpur, ils vont trouver un designer qui est à Santiago du Chili, ils vont rencontrer un joaillier qui est à Genève. Par contre, ils ne trouvent jamais une maçon nulle part, ou ils ne trouvent jamais de femme de ménage nulle part. Et l'idée, voilà, on est devenu un pays tellement moderne qu'on a des Portugais un peu partout, et c'est des Cristiano Ronaldo tous dans leur... Il y a d'ailleurs un article de Manuel Touche d'Acuna que vous recevrez peut-être bientôt sur cette émission. Et donc, certes, il y a toujours des gens qui partent, mais c'est nos joueurs de football, c'est nos chanteuses, c'est nos élites, donc on est des expatriés. Mais on n'est plus un pays d'émigrés. Alors que le Portugal a toujours été un pays d'émigration. Comme l'Italie. Toujours. Sauf qu'on ne voulait plus le voir. On n'en parlait plus de l'immigration. C'était vraiment, quand moi j'ai commencé ma thèse, c'était genre, mais pourquoi travailler sur l'immigration? Cela n'existe plus. Ce qui est assez drôle, c'est qu'au Portugal, il y avait d'abord un observatoire de l'immigration avant qu'il y ait un observatoire de l'immigration. On a d'abord observé les immigrés avant d'observer les immigrés. Et donc, pour répondre, effectivement, ça a été l'immigration a été historiquement un mécanisme par lequel l'économie portugaise, et au premier rang, les Portugais ont pu s'adapter aux difficultés économiques, les crises économiques, les crises financières que le Portugal a connues. C'est long comme réponse. Merci beaucoup. Il y a une toute dernière question, je ne sais pas si on a le temps de la passer. Et alors, c'est une question un peu spécifique. Donc, quel était le rôle de la maison 37. Connue comme 37, située numéro 37 rue Actorval à Lisbonne, dans les années 60-70? Bon, Aldonimo. Suspeito, parce qu'elle c'est quelqu'un que je connais qui est d'origine de São Tomé. Et c'est très important parce que la maison à laquelle Aldonimo se réfère, c'est la maison des intellectuels d'origine santomense, de Espírito Santo. C'était très important parce que c'était un espace safe. D'un moment que Lapide passait toute la vie à contrôler. La Casa dos Estudantes de l'Império était fermée déjà.
mais c'est évident que tous les mouvements de jeunes anticolonialistes étaient toujours là et toujours nécessitaient d'un espace où faire ces actions. Et comme ça, cette maison, c'était une maison très importante. Et pas seulement pour l'Afrique lusophone, parce que pour cette maison, a passé beaucoup de gens aussi des anciennes colonies francophones surtout. Et ça, c'est important parce que la liaison entre l'anticolonialisme portugais et français, c'était toujours important parce que bon, je suis en train de généraliser, mais je peux dire que l'assimilationnisme du colonialisme portugais, c'était un peu pareil avec les systèmes français, avec des différences évidemment, mais et à cause de ça, il y avait toujours beaucoup d'échanges entre les lusophones et les francophones. Et cette maison avait une très grande importance cette année. Et avant aussi. Il y avait cette maison, il y avait aussi des autres petites maisons particulières qui ont vu cette fonction très importante parce que c'était des espaces d'échange, de projet d'action qui ont presque complètement échappé à la pile. Victor, quelque chose à ajouter? Donc, merci beaucoup de personnes qui nous ont posé les questions, donc Can et Aldonimo. Et merci donc à toutes les personnes qui sont venues écouter Victor et Liv. Et merci aussi aux personnes qui ont assisté à la conférence via Zoom. Et bonne soirée. Grazie mille, Vito. Perché era stanco. Possiamo prendere. Basta. Nicola ha mandato la foto che sta in treno, sta morendo. 3 mesi.